Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de PIB, podcast immobilier belge, qui a pour objectif de vous aider à investir dans l'immobilier, vous donner des bons conseils, des retours d'expérience. Aujourd'hui les amis est un grand jour. Je suis vraiment content et heureux d'accueillir un investisseur hors pair. Alors, au-delà du fait que ce soit un grand investisseur, c'est aussi un ami associé et il a eu, à mon sens, un impact au niveau de l'immobilier en Belgique. Il a beaucoup poussé tout ce qui est Airbnb, il a motivé beaucoup de personnes à se lancer dans des courtes durées, surtout en Wallonie. Il a aidé à décortiquer les permis, les nouveautés, les localisations, où acheter. Et sans plus attendre, salut Flo, comment vas-tu Flo? Écoute, salut Maëri, écoute, sacrée présentation, donc merci. Donc, alors pour une fois, c'est moi qui est de l'autre côté. C'est ce que je disais en off avec toi, ça fait un peu bizarre. Donc en général, c'est moi qui fais les interviews, c'est moi qui explique les choses, mais là, c'est toi qui vas un peu me poser des questions. Et alors, voilà, petite présentation, tu m'as déjà bien présenté. Mais donc moi, c'est Florent Collin, 35 ans. Je suis le cofondateur du club qu'on a créé ensemble fin 2019. Mais je suis surtout investisseur immobilier. Donc comme tu l'as dit, spécialisé en location courte durée. Donc les gîtes, c'est vraiment mon dada. Et ouais, c'est vrai que j'ai pu impacter, je pense, quelques personnes à lancer des gîtes. Au niveau statistique immobilière, c'est toujours intéressant. Moi, j'investis en couple. Très, très important, en tout cas dans mon parcours depuis fin 2018. J'investis avec ma femme, Sandrine, et on a tout fait ensemble, donc tout est partagé. Et au niveau, quelques données immobilières, un patrimoine, si tout se passe bien, avec l'investissement à l'étranger qui arrive, on en parlera sûrement, un patrimoine de 1,8 million, donc 1 800 000, avec un cash flow. Ça dépend si cet investissement, je le loue pas. Si je ne le loue pas, on est sur 5 500 euros de cash flow. Et si je le loue, là, on est sur 8 9 000 euros de cash flow. Donc voilà, je me suis spécialisé là-dedans et on va un peu discuter de tout ça, j'espère. Yes, parfait. Donc, on va décortiquer un peu tout ce qui s'est passé, comment tu as fait pour en arriver là, quels ont été les challenges, les leçons, les erreurs à apprendre, puisque l'objectif, c'est de pouvoir vous aider. Mais déjà, alors, j'ai une première question par rapport à ta présentation. Est-ce que tu as toujours fait de l'immobilier ou avant, tu faisais autre chose? C'est une bonne question. Alors, beaucoup de gens pensent que quand on fait de l'IMO et on commence à avoir un peu de succès, je ne me considère pas comme ayant atteint le top, très très loin de là, mais un petit succès. On a toujours fait ça, on a une famille qui fait ça, alors pas du tout. Pas du tout, donc parcours qui n'a rien à voir avec l'immobilier. Moi, je suis psychologue. Les gens ont toujours du mal à le croire. Je suis psychologue de formation, j'ai ce qu'on appelle un master, donc j'ai fait 5 années d'études à l'UCL, donc l'Université catholique de Louvain. C'était des années que j'ai détestées. J'ai pas du tout aimé ça parce que il fallait faire ça, tu vois, pour allez, on en a parlé en off, mais il fallait faire ça pour être bien vu. En tout cas, c'est bien vu de la société. Et donc, j'ai fait 5 ans en psycho. Donc, j'ai un master en psycho du travail des organisations. Et non, mon premier job, ça a été business coach. Donc, tu vois, rien à voir avec tout ça. Et l'immobilier est arrivé bien plus tard dans mon histoire. Donc, j'avais aucune compétence, en tout cas, à la base, quoi. Ok. Et on va revenir un peu dans ton enfance. Dis-nous un peu d'où tu viens. Je crois que tu nous as pas dit de quel côté tu es. Pas encore, c'est vrai. Et comment s'est passée ton enfance? Est-ce qu'il y avait déjà peut-être... comment tu en es arrivé à l'immobilier au final? Ouais, avec plaisir. Écoute, alors moi, je suis namurois d'origine. Donc voilà, mes parents, Bonine, plus exactement. Et donc, enfance qui n'a rien à voir avec l'immobilier. Mes parents ont juste acheté leur maison, quoi, comme tous les Belges. Enfin, la majorité des Belges, on va dire ça comme ça. Et il n'y a vraiment rien qui me prédestinait à ça. Enfance vraiment honnête. Je ne vais pas faire comme dans les podcasts où on entend des histoires de fous. Je gagnais déjà 10 000 euros par mois à 10 ans. Non, pas du tout. Moi, enfance très traditionnelle, rien d'incroyable. Non, parcours tout à fait standard. Métro, boulot, dodo, études, voilà, carrière. Voilà, mes parents, en tout cas, je viens d'une famille, en tout cas, où dans la famille de mon père, ça valorisait beaucoup les études. C'est encore beaucoup le cas aujourd'hui dans notre société, valoriser les études à foison, et c'est la réussite. Et donc, j'ai fait des études standards, et puis comme je l'ai dit, un master en psycho.
Mais sinon, au niveau IMO, j'ai pas vraiment eu de guidelines. Je ne sais pas si tu veux que j'explique déjà ou tu as encore d'autres questions. Mais alors, qu'est-ce qui t'a emmené à vouloir trouver des revenus alternatifs? Est-ce que tu as déjà un côté entrepreneurial, peut-être un exemple? Ouais. Écoute, ça, c'est une bonne question. Honnêtement, il faut rendre à César. Ce qui est à César, ça vient probablement de ma maman. Elle a toujours été très carriériste. Donc, très carriériste. Et puis, à partir d'un moment, je crois quand j'avais 25, 24 ans, elle s'est lancée comme indépendante. Elle est toujours indépendante. Donc, elle a toujours été très, très indépendante dans l'âme, mais ça a dû surtout pas mal m'inspirer. Mais sinon, tout ce qui est, on va dire, revenus alternatifs, tout ça, moi, j'ai eu un déclic. Voilà, on va parler aussi de déclic. Le premier que j'ai eu, alors ne me demande pas, parfois il y a des messages de l'univers, c'est comme quand on a créé le club, j'ai eu un message de l'univers, et ben voilà, on n'y croit pas. Je me rappelle, je sais plus, je crois que j'avais 14-15 ans, première fois de ma vie où je rate un examen, donc je suis en échec scolaire. Ça peut paraître d'une débilité sans nom, mais dans un environnement familial où la réussite, c'est... si tu réussis à l'école, t'es bien. Si tu réussis pas, t'es un peu une merde. Hein. Autant le dire. Il disait pas ça comme ça. Hein. C'est très inconscient, on est d'accord. Hein. Mais en tout cas, c'est il a raté, mon enfant a raté. Toi, les parents n'étaient pas hyper fiers. C'était un peu la honte. Et donc là, j'ai toujours tout réussi. Puis à 15 ans, je rate 3 matières. C'était le néerlandais, le français et les maths. Et là, mon monde, croyez-le ou pas, s'effondre parce que je rate et je dois annoncer ça à mes parents. Et je me rappelle très bien de cet instant. Je suis à l'école de Champion, pour ceux qui connaissent. Je dois me taper 2 kilomètres à pied. Et là, j'ai un déclic. Je me dis, la vie, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Hein. La vie, c'est pas ça. C'est pas le système scolaire. On n'est pas là pour se faire chier avec des études. Il doit y avoir autre chose. Il doit y avoir une autre vérité. Alors, je reçois ce message, hein, on va dire ça comme ça, mais je ne sais pas quoi en faire, parce que mes parents, je te dis, sont tous les deux employés à l'époque. Et je me dis, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui coince. Mais malheureusement, à 15 ans, c'était en 2000, 2003, enfin 2004, 2005. Il n'y avait rien, YouTube n'existait pas, enfin, il n'y avait pas de messages comme les gens de 15 ans peuvent aujourd'hui voir sur TikTok, tout ça. Et donc, voilà, je mets ça de côté. Et puis pendant très très longtemps, je ne vais pas du tout m'intéresser aux revenus passifs, comme tu dis, gagner des revenus alternatifs. Et en fait, ça va venir d'un séminaire de développement personnel. Donc si j'ai un conseil à donner, faites des séminaires de développement personnel. Il s'appelait Les clés du succès. Rendons à César ce qui est à César. Et c'est ma mère qui, je travaillais avec à l'époque, j'étais business coach avec elle. Elle m'a peu poussé, tiré, allez là-bas, tu vois. Et là, pendant 3 jours, ils nous ont vendu qu'on pouvait être libre financièrement. Je ne sais pas c'était quoi la liberté financière, je n'avais jamais entendu parler de ça. Et donc, ils nous ont expliqué pendant 3 jours que tout le monde pouvait devenir libre financièrement. Alors, spoiler alerte, je ne crois pas que c'est vrai. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent le devenir, d'autres qui n'ont pas ça en eux. Mais en tout cas, moi, ça a vraiment... Imagine une allumette, ça a déclenché l'étincelle. Je me suis dit, c'est ça. C'est ça que j'ai eu en moi depuis, là j'avais donc à peu près 23 et j'ai eu ça à 15 ans, là le déclic, enfin le 10 message. ans après, ça résonne. 10 ans après, je me suis dit putain, c'est ça. C'est ça, là il y a un truc qui vient de s'ouvrir, de s'allumer. Et à partir de là, c'est parti. J'ai fait tout ce qui est possible et imaginable pour essayer de devenir libre financièrement parce qu'en fait, c'est ça le problème. Allez, s'il faut leur jeter un peu la pierre, dans les séminaires de dev perso, on te dit voilà, c'est possible, mais on ne dit pas comment, tu vois. On te dit voilà, c'est possible, ils montrent des gens qui l'ont fait, mais on ne te dit pas comment, tu vois. Et donc, j'ai commencé à essayer tout ce qui est possible et imaginable, tu vois. Ok, comme par exemple. Donc là, tu en as un peu parlé aussi dans une autre interview. J'ai essayé le MLM, MLM marketing de réseau. Honnêtement, ça n'a pas du tout marché. J'ai fait 4-5 MLM. J'étais pas du tout aligné avec ça. Ça n'a pas beaucoup marché. J'ai essayé le dropshipping. Là, c'était la révélation du siècle. Parce que moi, j'étais comme toi aussi à l'époque, hein, salarié, et j'avais toujours eu je gagnais, je crois, 1700, 1800 euros, et c'était mon unique revenu, tu vois. Et puis là, j'ai commencé à m'intéresser au MLM, mais là, ça n'a pas jamais pris. J'ai toujours senti qu'il y avait un loup dans les MLM, et il y en a souvent, c'est souvent des arnaques, malheureusement. Mais le dropshipping, j'ai essayé. Là aussi, je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi, mais dans le dropshipping, j'ai gagné quelques centaines d'euros. Alors, c'est dérisoire, gagner 100 balles. Mais quand c'est 100 balles en plus de ta ligne de salaire, là, tu te dis, waouh, c'est possible. Tu te dis, je ne suis pas millionnaire. Tu te dis que c'est que 100 euros. Mais toi, il y a un déclic, il y a un verrou qui saute. On se dit, c'est possible.
Et donc, voilà, c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser, en tout cas à plonger là-dedans. Donc, c'était de 2016 à 2018. Et là, j'ai fait MLM, j'en ai fait 4-5. Dropshipping, j'ai essayé. Je me rappellerai toute ma vie. La première chose que j'ai vendue, c'était via des publicités dégueulasses sur Facebook pour vendre des petites balles pour chiens qui venaient de Chine, que j'ai acheté 5 balles et que je revendais 20 balles. Et je me souviens d'une personne qui a acheté ça à 20 balles et voilà, c'était la folie. Bon, après, j'ai gagné à peu près quelques milliers d'euros avec le dropshipping, mais je me suis vite rendu compte qu'il y avait un truc au niveau éthique. Si vous ne connaissez pas le dropshipping, vous irez voir. Heureusement, c'est en train de mourir ce truc-là. Mais à l'époque, en gros, on ramenait des babioles et des merdes de Chine et on les revendait à des prix exorbitants, quoi. Exorbitants. Ouais. Et des grandes chaînes comme Action a détruit le dropshipping parce que lui, il fait en Chine et il vend au prix quasiment chinois. Tu vois. Donc, grâce au dropshipping, j'ai commencé à gagner un peu d'argent, mais voilà, ça ne me plaisait pas. Et puis là, on pas mal erré. Et j'ai lu un bouquin qui a changé ma vie. Voilà, il faut aussi rendre à César ce qui est à César. Père riche, Père pauvre, de notre ami Robert Kiyosaki. Lisez-le si vous n'avez jamais lu ce livre-là. C'est une bombe, en fait, parce qu'il t'explique simplement... Et c'est super cool, en fait. Ce livre est hyper basique, mais il explique que pour gagner de l'argent avec l'immobilier, il faut en fait gagner plus que ce que l'immobilier te coûte. En fait, il faut acheter ce qu'on appelle des actifs, des biens qui... Je vais vous la faire très courte. Sa définition, c'est un actif, c'est un bien, donc quelque chose qui met de l'argent dans ton portefeuille. Un passif, c'est quelque chose qui en fait sortir. Ça paraît d'une débilité sans nom, mais quand j'ai lu ça, là, je me suis dit, wow. Et bien évidemment, l'actif que Robert Kiyosaki met en avant, c'est l'immobilier, on le sait. Et donc, j'ai lu ça, je me suis dit, truc de fou, incroyable, Robert Kiyosaki, c'est bon. Et je le sentais, tu vois, il y a des choses, on le sent. L'immobilier, je me suis dit, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Maintenant, là, on est en 2016, 2017, il n'y a rien en Belgique. Hein, comme toi, à l'époque, tu t'es lancé, il n'y avait rien. Et donc, je vais acheter des formations chez des Français. Hein, tu en as un peu parlé aussi. Tu cherches un peu sur Google, sur YouTube, tu es proactif. C'est ça, exactement. Voilà, Robert Kiyosaki ne vend pas de formation, c'est juste un livre d'éveil, on va dire, financière. Et puis, je tape un peu sur YouTube, tout ça. Et je tombe sur 2 personnes. Cédric Anissette, qui était très actif à l'époque, maintenant plus trop, et Olivier Seban. Et donc, je vais acheter une formation d'Olivier Seban, mais c'est surtout celle de Cédric Anissette. Je vais acheter sa formation, quitter la rat race, voilà, pour ne pas la citer. À l'époque, c'était un investissement, mais colossal pour moi. C'était ma toute première formation. Elle coûtait 2000 €. Alors là, j'avais jamais acheté de formation avant. C'était tout un monde pour moi. Je l'ai pris en paiement, je crois que c'était en 10 fois. Parce qu'à l'époque, en 2017, ça faisait 1 an que j'étais employé. Tu vois, j'avais pas du tout d'épargne, j'avais rien de côté. Je travaillais pour ma mère, comme j'ai dit. Et donc, c'était le gros déclic parce que j'ai été à un séminaire, voilà, un peu comme toi à l'époque, un séminaire qui était dans le package Quitter la rat race. Et c'était sur l'immobilier et j'ai vu plein de gens, rencontrer plein de gens. J'ai rencontré Jérôme, on a lancé les petits soupers en 2019. Et en fait, ça m'a ouvert l'esprit, quoi. Je me suis dit, c'est l'immobilier que je veux faire, tu vois. Et voilà, c'est un chemin qui a été assez long, de 2016 à 2018. J'ai pas mal erré, on va dire ça comme ça. Mais il a fallu trouver mon truc. J'ai essayé la bourse, comme toi. Les cryptos, ça n'existait pas trop à l'époque, mais MLM, dropshipping, business en ligne, ça ne me correspondait pas. Et puis, je suis tombé dans l'IMO et j'ai tout de suite accroché, en fait. J'ai tout de suite accroché. Voilà. Ok, alors avant de parler de ta première expérience, comment ça s'est passé, les déboires, les erreurs, les choses à apprendre. Ici, par rapport à tes croyances par rapport à l'argent, est-ce qu'il y a eu une évolution entre quand tu étais jeune, il y avait le truc à 14 ans, plus 25 ans, jusqu'à aujourd'hui 35 ans. Tu peux peut-être nous dire un peu comment ça a évolué. Sur les croyances quand j'étais jeune. Alors, en fait, moi, je viens d'une famille, c'est surtout mon père qui tient ça de ses parents, je crois. Il est très, 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 j'aime pas dire radin, mais on va dire frugal. Et donc, typiquement, s'il entend un jour ce podcast, il rira, mais il sait que c'est vrai. C'est la personne qui va courir quand il y a des promos, un PQ acheté, un offert, tu vois, des trucs pareils. Toujours, il a... Après, honnêtement, il faut aussi lui remettre ça. Famille nombreuse, c'est vrai que je n'ai pas expliqué, mais on est 4. Ils ont eu 4 enfants, donc famille de 6, avec 2 salaires qui étaient quand même classe moyenne, tu vois. Il fallait faire ce genre de choses. Mais
au-delà de ça, il a ça en lui. Tu vois. Là, il a plus ses enfants à charge et il continue à faire ça. Et donc, j'ai toujours eu cette vision de l'argent, en tout cas quand j'étais jeune, c'est ce qu'ils m'ont transmis, parce que je pense vraiment que les parents font le taf là-dessus, que l'argent est assez rare et il faut l'épargner. Tu vois. Il faut être frugal, il ne faut pas le dépenser de manière inconsidérée. Ce qui est un peu l'opposé de toi. C'est marrant. Donc voilà, deux spectres opposés, c'est très marrant. C'est super complémentaire. Hein. Ouais, c'est très complémentaire. C'est pour ça que ça marche bien dans le club et dans nos associations IMO. Mais donc, moi, je suis très, très frugal et j'ai gardé ça de lui, par contre. Hein. Et donc, quand moi, je me suis lancé dans l'IMO, cette frugalité, elle m'a été bien utile pour mettre en fait tout ce que je gagnais et qui n'était pas nécessaire, je le mettais de côté. Pendant, quand j'ai dit avec Sandrine, on se lance dans l'IMO en 2018, pendant 2 ans, on n'est pas parti, on ne sortait plus quasiment, enfin, on faisait quasiment plus rien, on essayait de mettre le max de côté. Et ça n'a pas aidé beaucoup, mais en tout cas, parce que je raconterai après le premier invest, mais c'est surtout par la suite, pour le deuxième achat, plutôt que ça a été très utile, parce que là, on a commencé à pouvoir mettre beaucoup de côté. Donc maintenant, c'est en train de changer. Parce que la frugalité, ça marche un temps, mais quand on commence à gagner un peu d'argent, et on va en parler, la frugalité, il y a un moment, ça a fait son chemin, quoi. Et donc là, maintenant, on commence à se faire plaisir, à se récompenser. Mais il a fallu, je ne veux pas vendre de rêve, on a fallu attendre 5 ans presque, de nos débuts où on va se dire qu'on investit, à commencer à se faire plaisir. Il a fallu attendre quasiment 5 ans. Tu vois. Ouais. Mais donc voilà, ça, c'est la croyance sur l'argent que j'ai eue. C'était qu'il faut travailler dur. Alors, ça, par contre, mes parents, je pense que beaucoup, c'est très générationnel de la génération de nos parents, mais il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Et ça, donc, je n'ai pas compté les heures quand je me suis lancé dans l'IMO, et encore moins quand je me suis lancé dans le club avec toi. Donc voilà, c'est ces 2 croyances-là qui m'ont aidé en tout cas, mais maintenant que je travaille dessus, et surtout sur l'épargne, parce que bon, il y a un moment, voilà, c'est bon. Yes. Ok, super. Donc on revient à l'immobilier. Tu as découvert Robert Kiyosaki. Ouais. Tu commences à avoir le déclic. Tu sens que c'est l'immobilier qui te plaît. Ouais. Comment ça se passe au début ? Comment tu te lances ? Est-ce que tu trouves directement, rapidement ton bien ? Ouais. Est-ce que tu rencontres des difficultés ? Ouais. Alors, très, très bonne question. Donc, on va prendre un petit moment pour parler du premier. C'est toujours le premier, le plus important, en tout cas, qui marque le plus. Alors, comme je t'ai dit, je me suis beaucoup formé. Et pour moi, c'est la base. Si vous vous lancez la fleur au fusil avec du contenu gratuit, bonne chance. Là, je m'étais formé, malheureusement, c'était avec des Français. Et donc, un peu comme toi, j'ai eu un peu la douche froide quand j'ai commencé à essayer de transposer leur concept français pour les nôtres. Ça n'allait pas, tu vois. La fiscalité, déjà, elle est opposée. Eux, ils disent ils sont taxés sur le loyer, pas nous, tu vois. Donc, déjà, ça n'a aucun sens. Leur approche d'optimisation et surtout les banques. Les banques en France, je suis désolé s'il y a des Français qui m'écoutent, mais c'est le mode facile. Hein. Alors là, c'est le mode facile avec tranquille. En Belgique, c'est le mode cauchemar. Hein. Et ça, je m'en suis rendu compte parce que dans la formation, ils disaient oui, tranquille, un crédit à 110%, YOLO, tu vois, en 2017 en France. En Belgique, ce n'était pas du tout le cas. C'était fini, c'est 125% dans tous les sens. Et donc, voilà, la formation, elle a été utile pour, on va dire, 50%. Mais pour le plus dur, ça n'a pas été pratique et je me suis bien ramassé les dents. On s'est bien cassé les dents avec Sandrine plutôt. Et donc, voilà, en gros, pour la faire courte, on s'est formé. On s'est dit, voilà, nous, on veut partir d'un constat très simple. On veut aller le plus rapidement possible à la liberté financière. Parce que c'est ça que je voulais, vous l'avez compris. Le séminaire de Dev Perso, voilà, tout mon parcours m'a dit, c'est ça que tu veux. Et on s'est dit, OK, l'IMO, OK, mais quand on voyait... sur Internet ou même dans certaines formations de Subban et d'Anicet, acheter un immeuble de rapport pour gagner 200 € de cash flow, tu vois, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Et dans le panel de stratégie, il y avait la coloc et il y avait la courte durée, donc les gîtes, location touristique. Et en fait, on est parti du principe avec Sandrine, nous on veut celle qui génère le plus. Voilà. Et donc, celle qui génère le plus, c'est la courte durée touristique. C'est la plus difficile, en tout cas de prime abord. Mais c'était celle-là, je vous ai dit, je préfère travailler dur. En tout cas, c'est intégré dans mon circuit. Et donc, on est parti là-dessus.
Et donc voilà, ça a été tout un parcours. Je ne sais pas si tu veux que je... Ouais, donc au moins, vous décidez votre stratégie. Ouais, courte durée. Et comment vous trouvez la localisation, quoi acheter, comment c'est venu, puisqu'il n'y a pas de... Tu n'as aucune formation. Non, il n'y a aucune formation. Et puis le marché, voilà, donc je connais rien. Il n'y a pas de formation ni rien sur la Belgique. Et donc alors là, c'est ma femme. Donc, elle dit souvent que je ne lui rends pas justice, mais voilà, je vais lui rendre justice beaucoup dans ce podcast. C'est grâce à Sandrine que j'en suis là, on va dire ça comme ça. Pourquoi ? Moi, je venais de Namur à l'époque quand je l'ai rencontrée. Et puis, on a voulu se mettre en ménage, bien sûr. Et c'est elle elle vivait dans une petite région reculée de Dinan. Avec vraiment des prix imbattables, je vais vous expliquer après, en 2017-18. Et c'est elle qui m'a convaincu qu'on ne loue pas à Namur, mais que je me déplace, tu vois, que je m'expatrie si on veut. Alors moi, c'était un changement de vie radical, hein, parce que toute ma vie, jusqu'à mes, on va dire, 26, 27 ans, j'avais vécu à Namur, plus spécifiquement dans l'entourage de Bonine. Près de mes parents. Et donc là, même si c'était que Namur-Dinan, c'était limite, j'allais en Alaska, quoi, tu vois. Okay. Et donc c'était chaud, mais elle a réussi à me convaincre avec des chiffres, avec des bons arguments. Et donc j'ai été vivre là-bas. Et en fait, là-bas, c'est dans un ancien domaine de vacances. Et donc elle avait elle louait là-bas à son père à l'époque. Et en fait, c'est elle qui s'est rendue compte qu'il y avait déjà, vu que c'était un ancien domaine de vacances, il y a déjà quelques locations touristiques, beaucoup plus aujourd'hui parce que on a répandu beaucoup ça avec le club et maintenant il est blindé de locations touristiques, mais à l'époque il n'y en avait pas beaucoup. Et en fait, je me rappelle, de la petite maison où on louait, en face, il y avait une maison, vraiment, tu traversais la rue, il y avait une maison, donc même pas à 10 mètres, et il y avait tous les week-ends des touristes, avec des plaques hollandaises, flamands, ça parlait que flamand, et alors on a compris que c'était des touristes. Et on s'est dit, c'est un truc de fou, ça marche du tonnerre. Donc on est parti d'un constat du marché en fait. Le marché existait, on s'est dit si eux ils l'ont fait, alors forcément on a été regarder un peu à l'intérieur, on s'est dit c'était moche à crever, c'était dans son jus des années 70. On se dit si eux ils ont fait ça, avec ce qu'on sait dans la formation, on peut faire un truc un peu plus joli. Sandrine a toujours eu beaucoup de goût au niveau déco, on va faire ça. Et donc on a commencé à chercher dans la région et plus spécifiquement dans le domaine, tu vois, en question. Et alors, là, je me rappelle, c'était ImoWeb, c'était balbutiement, ça existait, mais c'était vraiment, c'était pas terrible en 2018. Hein. Et donc, on cherche il n'y avait pas grand-chose dans la région. Et en fait, en se baladant dans le domaine avec notre chien, on voyait des pancartes, tu vois, les fameuses pancartes affiches orange. Ouais. Ça existe de moins en moins, mais voilà, c'était des personnes âgées. Et il y en avait un qui avait mis une pancarte. C'était pas une agence IMO, mais c'était lui qui vendait lui-même. C'était un marchand de biens qui avait acheté une grande maison qu'il avait découpée en deux, qu'il la vendait à la découpe les deux. Et on voit ça. Et en fait, il avait tout rénové, le mec, à l'intérieur. C'était une petite maison de chambre, 50 mètres carrés, avec une petite terrasse vue sur la Meuse, vue sur la vallée de la Meuse, magnifique. Et en fait, il en voulait 50 000 euros. Ouais. Il était marqué « faire offre à partir de 50 000 ». Donc, je te parle d'un bâtiment entièrement rénové. Il avait fait replafonner, il avait fait l'électricité, refait les sanitaires, il avait refait la douche. Tout. C'était nickel, quoi. Il avait même réisolé une partie du toit. Le truc de fou furieux. En 2019. En 2018. 2018. Ouais. Alors, nous, à l'époque, on trouvait... en fait, 50 000, ça vous paraît vraiment fou, mais à l'époque, c'était les prix, tu vois. Bon, maintenant, malheureusement, à cause de nous, les prix, c'est plus la même chose, mais à l'époque, c'était les prix. Et donc, on se dit, 50 000, nous, on fait nos calculs. Avec les tableaux qui nous avaient donné l'information, on se dit, ouais, truc de fou, on va gagner 1 000 euros de cash flow avec ça minimum. Et donc, nous, on attaque. On attaque dessus, on ne veut pas attaquer, on lui sonne et on lui dit, voilà, on veut vous faire offre à 50 000, tu vois. Vous avez déjà visité ? On avait visité, on avait visité, mais c'était pas par lui, c'était via une voisine. Lui, c'était un marchand de biens de Bruxelles, il se prenait pas la tête pour un si petit machin, tu vois. Et donc, on lui sonne, naïf, et on est là, je me rappelle, alors... Encore une fois, je rends à César ce qu'il y a à César. C'est Sandrine qui avait pris le téléphone parce qu'à l'époque, j'étais vraiment une chiffre molle et je n'osais pas prendre le téléphone. Donc, c'est elle qui sonne et elle dit, voilà, on a visité votre bien, il nous plaît, on vous fait offre à 50 000. Mais alors, personne ne fait ça. Normalement, tu envoies une offre, tu vois. Et là, nous, sur notre téléphone, on dit, voilà, en gros, on vous prend votre bien, quoi. Et alors, le mec, et là, en fait, vu qu'il a de l'expérience, il nous a un peu... entubé, mais bon voilà, il a dit non, à 50 000, vous n'êtes pas sérieux, c'est beaucoup trop peu, il a été rénové, machin, moi j'en veux 60 000.
Et là, en fait, on n'était pas du tout prêt parce que, en fait, nous, on arrivait conquérant, on se dit, bah, allez, à 50 000, c'est adjugé, vendu. Et là, il nous dit, il en veut 60. Et donc là, je me rappelle, le scénario digne d'un film. Et Sandrine, elle est là, paf, elle ne sait pas quoi répondre. Elle dit, mais on avait dit que c'était 50, on pensait que c'était 50 000. Mais non, vous êtes folle et tout. Et là, elle commence à négocier. Je me rappelle, je vais chercher un bloc de feuilles A4 et j'ai écrit des trucs dessus. J'ai dit, voilà, dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Les trucs qu'on revoit dans la formation, mais qui étaient éclatés. Franchement, il a dû se marrer, le mec, s'il a de l'expérience. Et finalement, ça a été un ping-pong pendant 10 minutes. Sandrine dit, OK, oui, mais il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. La terrasse, elle était parfaite en partie, donc ouais, la terrasse, faut la refaire. On vous en donne 51, et puis je veux bien à 58, mais j'ai quand même fait ça. Enfin, un vrai ping-pong. Lui, il mettait en avant, nous, on mettait en avant. Et finalement, on est arrivé à 55. Okay. Voilà. Donc, on a perdu bêtement 55 000. Je pense qu'honnêtement, on lui a renvoyé une offre écrite à 50 000 sans clause, ça passait sans problème, tu vois. Mais sans clause, on n'aurait jamais fait ça à l'époque. Voilà, on n'avait aucune expérience. Et dans la même foulée, on se dit 50 000, c'est quand même rien. Ouais. Tu vois, moi j'avais un salaire, Sandrine aussi. Non, Sandrine venait de perdre son emploi, mais elle avait le chômage, un revenu de remplacement qui était quand même correct. Et on se dit, 50 000, il n'y a pas de travaux à faire. Il fallait juste mettre une cuisine et un poêle à pellets. Il y en avait pour 5 000 €, tu vois. C'est pas assez. On se dit, on peut acheter autre chose, tu vois. Et donc, il y avait une maison en dessous de celle qu'on louait, qui était en contrebas et en fait, qui était vraiment isolée. Il n'y avait pas de vis-à-vis. Attends, excuse-moi, juste tout ça, vous avez vu les banques d'abord ou c'est vraiment au feeling? Non. Vous dites là, ça, c'est comme si je sais acheter, il n'y a pas de limite. C'est ça, il n'y a pas de limite. C'est un peu naïf. Voilà, c'est ça l'erreur. Okay. Et justement, ça va nous poser beaucoup de problèmes. Ça va être ça notre problème numéro 1. On n'a pas été vers les banques. En fait, j'étais parti naïvement, la fleur au fusil, avec ce que j'avais vu dans la formation française, en se disant, ça va passer à 110%, tu vois. Et donc, moi, je me dis, c'est bon, ça passe, 50 000, on peut s'en prendre un autre. Et Sandrine, pour ça, elle m'avait fait confiance, tu vois. Et donc, on n'avait pas été voir de banque. Rien du tout. Le truc, ne faites jamais ça, c'est mortel comme truc. Et vous allez voir, ça a été très chaud. Et donc, mais on se dit 50 000, c'est pas beaucoup, parce que nous, on se disait naïvement, comme tu dis, c'est dans la boîte. Et donc, on voit une maison en dessous. Et en fait, c'était une maison pure off-market. C'était les voisins que Sandrine connaissait qui venaient plus depuis 5 ans. Et elle avait leur numéro et elle leur a dit, écoutez, votre maison, vous ne l'utilisez plus. Il y a des charges de copro que vous devez payer chaque mois. Ça coûte cher. On serait intéressé. Est-ce qu'on peut la visiter? Est-ce que vous ne voudriez pas la revendre? Alors, ça leur faisait mal au cœur. Mais vu qu'ils étaient âgés, ils ne savaient plus, au niveau mobilité, y avoir accès facilement. Et donc, on va visiter la maison. Et alors, elle était dans son jus. Vraiment, il fallait tout refaire. Et alors, là, on fait la visite. Et encore une fois, Sandrine, parce qu'on n'avait pas défini de prix, tu vois. Nous, on se dit, on a acheté celle-là là-bas à 55. Celle-là, elle est 2 fois plus grande presque. Elle est 10 fois mieux située, mais il faut tout refaire. Et eux, ils n'avaient pas de... Donc, on fait la visite. Et puis, voilà, le propriétaire, eux, visiblement, n'avaient pas non plus pensé à quoi que ce soit. et alors, il y a Sandrine, il nous demande, voilà, vous voudriez faire offre à combien, tu vois? Et Sandrine, elle lâche, si tu demandes, c'est toi qui demandes et qui fixe le prix, on t'en offre 40 000, tu vois. Là, je te dis pas, la tête du mec, il a failli faire un arrêt cardiaque. C'est ça. Non, Sandrine, ça marche pas comme ça. Et alors, ça a été assez compliqué. Ils en voulaient 60 000. Et puis là, c'est une négociation. Vu que c'est du off-market, on était les seuls, vu qu'il n'existait pas en fait ce bien sur le marché. Pendant 2-3 semaines, on a un peu fait un ping-pong. Et avec des trucs genre, oui, on a été voir notre banque, ils peuvent nous prêter jusqu'à 45 000 max, avec travaux compris, on sera soit à 70, à 80 000, donc on peut pas aller plus haut. Et puis ils disaient, oui, OK, on veut bien redescendre à 55, tu vois. Et finalement, on leur a dit que nos parents voulaient bien nous aider, mais ils pouvaient aller jusqu'à 50 max, tu vois. Et au final, je me rappelle, on était sur la terrasse, il faisait beau. Sandrine leur dit, voilà, elle leur dit ça, on peut aller jusqu'à 50 000 max, mais on ne pourra pas aller plus haut parce que voilà, mes parents nous aident et tout, ce qui n'était pas vrai. Mais bon. Et dans les 15 minutes, ils nous recontactent, ils nous disent, c'est bon pour 50 000. Wow. Et donc, on envoie l'offre à 50 000. Et donc, on se retrouve avec 2 maisons. Une où il faut rénover, et qui était la maison où j'habite là actuellement, et une à 55 000, et on fait les offres quasiment en même temps, tu vois, à une semaine d'intervalle. Donc on se retrouve avec 2 maisons achetées alors qu'on n'a pas encore été voir les banques. Et là, encore une fois, aucune expérience travaux, on n'en touchait pas une. Enfin, il y a eu des erreurs dans les 2 maisons, forcément, vu qu'on a acheté alors le même jour, je vais signer.
un peu plus tard, avec Sandrine, le même jour, 2 maisons. Pour un premier achat, c'était un truc de fou. Je me rappelle, le matin, on voit les 2 premiers proprios, et l'autre, la fin de matinée, on voit le marchand de biens. Et c'était incroyable, c'est comme des gosses. Mais avant d'arriver là, il y a eu pas mal d'emmerdes, forcément. Donc jusque-là, tout va bien. Ouais. Jusque-là, pas de souci. Mais tu l'as mis du doigt, tu l'as pointé du doigt. Ce qui va poser problème, c'est les banques. Parce que comme tu le dis, naïvement ou très bêtement, moi, je me suis dit, OK, en France, c'est 110%. Pourquoi ce ne serait pas comme ça en Belgique ? Je sais pas s'il m'est passé par la tête. Hein. J'ai la naïveté, la connerie des débutants, j'en sais rien. Et donc, je vais commencer à aller voir les banques. Mais je te donne mon profil. Je gagnais 1800 net à l'époque. Sandrine était en revenu de remplacement. Donc, au niveau de la capacité d'emprunt, ça allait. Tu vois, il n'y avait pas trop de soucis parce qu'on était sur un achat de 100 travaux compris et frais de notaire inclus. On était sur 136 000. Comme ça, je vous la fais courte. Le problème, c'est que dans la formation en France, ils nous avaient vendu la chimère de « il n'y a pas besoin de mettre d'argent pour acheter ». Et moi, je suis parti de ce principe-là. Donc, j'avais 1 000 € sur mon compte avec Sandrine. Pas plus, pas moins. Et j'avais fait, heureusement, dans la formation, ils avaient quand même, j'avais mis quand même 2 clauses de crédit. Hein, voilà. Okay. Le problème, c'est que je les avais mis hyper courtes. J'avais mis 3 semaines. Beaucoup trop court, surtout si tu n'as jamais fait le tour des banques. Donc, on est vite arrivé à un dépassement des banques parce que moi, j'ai été toqué à, honnêtement, une quinzaine de banques et ils m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont tous dit, écoutez, monsieur Collin, vous n'avez pas d'argent et vous n'avez pas de garantie, on ne peut pas vous financer. Ils disaient il fallait combien de fonds propres pour l'achat, tu te souviens 10, ouais, 15, on était avec les 2 compris, on était sur à peu près 15-20 000. Tu vois. Okay, ouais. Ce qui n'est pas énorme, mais vu que j'avais 1 000 €, c'était 15 fois plus que ce qui me manquait. Et donc, là, ça commence à être chaud parce qu'on... Et en fait, encore une fois, je ne suis pas très proactif. Je peux prendre des rendez-vous, tu vois, mais au début, je me dis ça va passer, tu vois, donc je prends un rendez-vous à gauche et puis une semaine plus tard, j'en prends un autre, tu vois. Mais au fur et à mesure, je commence à stresser parce que je me dis à chaque fois, j'ai un non, tu vois. Et c'est direct non, tu vois, on ne perd même pas de temps à envoyer le dossier, c'est non tout de suite. En plus, il y avait aussi le fait que c'était dans un domaine de vacances qui rajoutait un deuxième problématique. Et donc, ces 2 choses-là combinées, c'était le bordel. Et à un moment, on dépasse les clauses de crédit. Et parce qu'en fait, moi, je me dis, c'est pas possible. Je peux pas. Avec Sandrine, on se dit, on va trouver, l'univers va nous aider. C'est pas possible. On a fait le deal du siècle parce qu'on s'en rendait compte quand même. 50 000, c'était une bouchée de pain. Tu vois, on voyait les prix de l'immobilier en Namur, 200 000 la maison, c'était minimum. Là, on les avait à 50. Donc, on se dit, c'est pas possible. On peut pas avoir fait des si bons coups et lâcher ça, tu vois. Et donc, on a dépassé volontairement les clauses de crédit parce qu'on savait on espérait ça allait passer. Et donc, ça a été la galère. Et donc, on les a dépassés, mais largement. Et on a trouvé un courtier qui était spécialisé dans le financement des frais de notaire. À l'époque, je trouvais ça incroyable. C'était de la magie. Pour moi, c'était de la magie noire. Je me suis dit, comment il fait et tout. Et en fait, c'était juste qu'il mettait une maison en garantie. Hein. Voilà. Je vous le dis, on vous en parle assez dans nos formations. Mais à l'époque, pour moi, c'était un truc de fou. Parce que j'étais dans la merde aussi. Je me dis, bon, là, personne ne me parle de ça. Et lui, sur sa banderole, il était, on vous finance tout, même les frais de notaire. C'était sa headline. Donc, je vais le voir. Je me souviens, c'était à Charleroi. Et il me dit, écoutez, voilà, vous n'avez rien, vous n'avez pas de... Il me dit, au début, il commence avec le même discours que tous les autres. Je me dis, bon, merde, si même lui, alors qu'il dit qu'il finance les frais de notaire, il ne sait pas le faire, on se dit, putain, c'est la merde. Là, on commençait à vraiment stresser, ouais. On se dit, putain. Et puis, il me dit, mais si vous avez des gens dans la famille qui ont un bien immobilier à mettre en garantie, ça peut aider. Et je dis oui, j'ai mes parents, ils ont leur maison qui est quasiment payée, elle est à Bonine, c'est une maison qu'ils ont achetée il y a 30 ans, donc elle a pris énormément de valeur, et elle est quasiment payée. Et il me dit, voilà, ça, si on la met en garantie, en fait, en rang 2, ça pourrait passer. Et en fait, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'on a fait. Mais ça a été compliqué, parce que mes parents, ils n'avaient rien demandé. Mais oui, déjà, les parents n'ont rien demandé, vous êtes 4 enfants. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas de... je ne sais pas moi, le frère ou la sœur va dire pourquoi c'est Florent ça. Tu as tout à fait mis le doigt dessus, et ça a été extrêmement compliqué. Donc, je vous remets le truc, on a nos 2 maisons, les clauses de crédit étaient dépassées depuis 5... on était, au lieu d'être à 3 semaines, on était peut-être à 6 ou 7 semaines, on trouve ce mec-là. Enfin, allez, à peu près, ou peut-être à 4-5 semaines, on trouve ce mec-là. Et puis, il nous dit ça. Ouais, mais moi, j'avais pas prévu, tu vois. Et je déteste ça. Et Sandrine encore plus, demander de l'aide. Ça, on déteste. Ça, on est tous les deux d'accord là-dessus. Et donc là, on a tes parents ou en général? En général. Je déteste. Okay. Je déteste. Je préfère faire les choses par moi-même, en chier et vraiment, en dernier recours, le faire. Tu vois. Je sais qu'il y a des gens, ils demandent de l'aide tout de suite. Moi et Sandrine, c'est l'inverse. Et donc là, on a dû ravaler notre fierté, notre ego et dire, bon... parce que mes parents, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, n'étaient pas du tout chauds pour notre projet.
Ils étaient là, vous êtes sûr, c'est risqué, vous prenez pas un risque, c'est dangereux quand même. Et oui, mais si votre location courte durée n'est pas louée, comment ça se passe et tout. Et donc, ils n'étaient pas très chauds. Et moi, je m'en foutais parce que je croyais en notre projet. Sauf que là, j'ai dû faire appel à eux. Et donc, ça a été très, très compliqué. J'ai dû travailler ma fierté, Sandrine aussi, et j'ai dû leur expliquer. J'ai fait des PowerPoint, je leur ai montré des chiffres, tu vois. Voilà, la maison où on vit, là, actuellement, on a un loyer de 700 €. Là, maintenant, il va passer à 300. La courte durée, c'était un crédit bullet qui nous faisait faire le truc, donc le crédit était misérable. C'était, tenez-vous bien, c'était 500 € par mois pour les 2 maisons rénovées. Amen. Voilà. Amen to that. Et donc, moi, je leur montre les chiffres. Voilà, la maison, la RP, elle est un peu plus grosse, donc on va dire que c'est 300. Le Airbnb, le Kilu 1, la Grisaille 1, c'est 200 €. Il suffit qu'on loue 10 nuits et on gagne déjà ça, tu vois. Donc, c'est convaincu, tu vois. Donc, voilà. Mais ils ont quand même stressé parce qu'ils se disaient, oui, mais si un jour tu tombes malade, machin, que ça ne se loue plus, est-ce que nous, on a un risque? Donc, ça a été très compliqué de les convaincre. Mais à un moment, j'aurais fait comprendre, j'aurais dit, écoutez, si vous ne nous aidez pas, on est dans la merde et on va devoir payer les fameux 10% sur 100 000 qu'on n'a déjà pas. Donc, on a dû payer 10-15 000 €. Et donc, ils ont bien voulu, à contre-cœur, il faut le dire quand même, le faire. Après, oui, ça a été aussi très compliqué à les convaincre parce que tu as raison, j'ai 2 frères et une sœur. Et donc, ils se sont dit, oui, mais si nous, on donne ça à Florent, à Quentin, Arnaud et Mélanie, on va aussi devoir leur donner quelque chose, tu vois. Et donc, ils n'étaient pas très chauds. Vraiment, ça a été très compliqué, vraiment très, très compliqué. Mais je leur ai fait comprendre que si ça passe pas, on est mort, compliqué. Et donc, ça a été la première chose. Donc, il a fallu faire expertiser leur maison, il a fallu expertiser les 2 trucs. Ça a été très, très long, très, très compliqué. Et à un tel point que la date de la signature, je crois qu'on devait la signer à peu près en août. Comme ça, août 2018. Et en fait, j'ai dépassé la date de la signature des actes. Ça aussi, ça a été extrêmement stressant parce que je n'avais pas mon crédit. Et moi, je me suis dit, la Terre va s'arrêter de tourner, en fait. Je me suis vraiment dit ça. Je me suis dit, c'est la fin du monde. Parce que je me dis, c'est 4 mois maximum entre le compromis et la signature des actes. Et là, j'arrive aux 4 mois, tu vois. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la Terre s'arrête de tourner, tu vois? Et finalement, on a dû la décaler, tiens-toi bien, de 3 mois. J'ai dû faire décaler 2 vendeurs de 3 mois. On n'a pas signé ça en août, mais en octobre. C'était extrêmement... Parce que le crédit n'avançait pas. Les banques traînaient, c'était le bordel avec tout ce que je t'ai expliqué. Et à la fin... Donc moi, je n'en dormais plus, Sandrine non plus, parce que là, c'est... Déjà, tu décales la date des actes. Et puis à la fin... On a décalé une fois en septembre, c'est pas possible, puis on l'a redécalé en octobre, le bordel. Et en octobre, à 15 jours de la signature des actes, qui avait déjà été décalé 2 fois, on n'avait toujours pas signé notre crédit. Mon Dieu, quoi. Ah ouais, là, je te dis pas. Et là, les j'ai attrapé mes premiers cheveux blancs. Les propriétaires, c'était, on s'en fout. C'était fini. Ils voulaient plus de. Ils nous auront demandé 10% de machin, et on aurait perdu les 2 biens. Et donc là, en fait, le courtier nous baladait un peu. Et en fait, ce qui leur posait problème, c'était plus qu'on n'avait plus d'argent, c'était que c'était un domaine de vacances, tu vois. Et en fait, le fait qu'on pouvait s'y domicilier, ça a été décisif, tu vois. Et donc ça aussi, mais en fait, ils nous ont fait perdre plein de temps parce que ces documents-là, ils nous ont demandé, tu vois, au compte-gouttes, c'est refusé parce que ça, ok. Et puis 2 semaines plus tard, c'est refusé parce que ça. Et ça, c'était le dernier truc. On a dû aller à la commune, avoir des preuves et tout. Enfin bon, voilà. Et 15 jours avant la signature des actes, je me rappelle encore une fois, Sandrine, vous la verrez, c'est elle qui a fait le taf. On est dans le bureau du courtier, je me rappellerai toute ma vie. Et là, elle s'énerve. Et heureusement qu'elle a cette capacité à pas sortir de ses gonds, mais à monter le ton et à dire, bon, maintenant, on arrête, on fait ça, on avance, tu vois. Un peu leader quand il faut. Au pied du mur, leadership au pied du mur, on va appeler ça comme ça. Et on est dans le bureau du mec et il nous balade encore. Le courtier nous dit oui, j'ai eu l'agent de la banque, il a transmis les dossiers au comité pour la preuve de résidence, mais c'est compliqué et tout. Il faut encore attendre. Et on lui dit, écoutez, dans 15 jours, on doit signer les actes. On ne les a toujours pas. C'est pas possible. On dit, c'est pas possible. On se décomposait. Et là, elle était au pied du mur. Elle a dit, écoutez, on va arrêter de jouer. Je me souviens plus exactement ce qu'elle a dit, mais elle lui a dit, écoutez, on va arrêter de jouer. Votre agent, là, qui est en contact avec le siège, vous avez son numéro? Oui, appelez-le. Oui, mais je ne peux pas l'appeler comme ça. Appelez-le. Et alors, le courtier, il a obéi. Il a appelé, il l'a mis en haut-parleur. Et alors, oui, bonjour, ça, le courtier dit à l'agent de liaison, oui, bonjour, ça va. Et puis, Sandrine direct, elle prend la parole. Et du coup, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème? Pourquoi ça n'avance pas? Oui, mais j'ai reçu le document. Si, par là, on a encore des doutes qu'on peut faire s'écouter. On peut s'y domicilier. Vous avez la preuve. Maintenant, on arrête de jouer. Vous envoyez ça au comité et il valide le dossier. On n'en parle plus. Et le mec, il ne savait rien dire. Je crois qu'il n'était pas prêt, tu vois. Et il dit oui, ok, je vais faire ça. Et puis,
genre 24-48 heures après, le dossier était accepté. Wow. Mais je suis certain que si elle n'avait pas fait ça, qu'elle n'avait pas pris le mec, tu vois, entre quatre yeux au téléphone et qu'elle n'avait pas secoué, il nous baladait encore des... Alors que vous avez toutes les infos, tout était là, tous les documents. Là, mais il y a un moment, tu vois, quoi. je sais pas, il fallait... et là, elle a fait le taf, franchement, elle a fait le taf. Et donc, ça a été des cheveux blancs, ça a été la pire expérience de ma vie. Et donc, j'ai un gros passif avec les banques. Depuis ça, je suis hyper prudent. J'ai été trop à la cool. Maintenant, je suis très, très prévoyant dans mes démarches bancaires. Et je me prends des mois et des mois à l'avant. Enfin, pas des mois, mais maintenant, je suis clean, quoi, tu vois. Donc, ça m'a appris énormément de choses. Il faut être carré. Et là, si vous pleurez parce que vous faites 3 banques, dites-vous que j'en ai fait 25 et que j'ai fait tous les courtiers de Belgique avant de tomber sur lui. Et encore là, c'était chaud, tu vois. Donc, voilà, ça a été très chaud. Et après, on a pu souffler, on a eu le bien, mais il a fallu le temps quand même avant de se remettre de nos émotions. C'était très, très, niveau stress, extrêmement élevé, quoi. Incroyable parcours du combattant. On saluera toutes les personnes qui ont été impliquées, que ce soit propriétaire ou courtier. Merci à eux. Merci à vous et coucou à vous. Super. Et donc là, vous signez les actes, mais c'est pas terminé. Pas terminé pour la liberté financière. Non, c'est que le début. Donc comment donc là, vous soufflez, j'imagine, après les actes. Vous êtes content. On est soufflé. Vraiment, il y a un poids qui sort. Franchement. Et comment se passent les premières locations? Donc les étapes jusqu'à la première location. Est-ce que ça a été plus facile, plus fluide et les loyers sont tombés? Vous étiez heureux directement Non, c'est une très bonne question. Alors, il y avait encore beaucoup de chemin, forcément. Alors, je vais expliquer les 2 maisons, mais celle qui nous intéresse, c'est la location, enfin la LCD, donc le Kilu Cru 1, ma courte durée. Tout était refait, en fait. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a commandé une cuisine chez Ikea. Magnifique, cuisine noire, il y a un modèle qui font plus. Et en fait, tout était peint en blanc, bien évidemment. Et donc, noir sur blanc, tu rentres. Magnifique. C'était le choix de Sandrine, encore une fois. Les gens vont se dire c'est Sandrine qui fait tout dans leur couple. C'est vrai qu'elle fait beaucoup. En tout cas, elle a ses forces et moi j'ai mes forces. Et donc, belle cuisine qui nous ont coûté peut-être 2 000 €. On a dû mettre un poêle à pellets. Ça a été assez vite. C'est toi qui mets la cuisine, la main à la pâte la cuisine, c'est moi qui l'ai montée avec mon papa, qui est très très bricoleur. Le poêle à pellets, non, ça c'est une société de la région. Et c'était tout ce qu'il y avait à faire au niveau immobilier. On va dire ça comme ça. Tout le reste, c'était du mobilier. Donc, on a monté énormément du Ikea. Donc, on a fait des allers-retours à fond la caisse chez Ikea. Et donc, ça va aller. Ça va aller assez ça va nous prendre un petit mois. Et puis, on va créer notre annonce Airbnb. Là aussi, on tâtonne un peu parce que dans la formation, ils n'en parlent pas comment faire. Donc, Sandrine fait des belles photos. On essaie de faire ce qu'on peut. Mais à l'époque, en 2018, c'est pas les iPhones de nos jours, tu vois. Et les photos ont été super bien faites parce que ça a marché tout de suite. Et là, on met en location. Et à l'époque, moi maintenant, on enseigne ça aux clients, automatisé, délégué, on leur explique tous nos process et ils ont qu'à copier-coller. À l'époque, ça n'existe pas. Donc à l'époque, on se dit, on va le faire nous-mêmes. Donc c'est Sandrine, vu que moi je démarrais... Enfin non, je démarrais pas, j'étais employé, mais elle était actuellement, on va dire, en revenu de remplacement, mais qui s'est dit, c'est moi qui vais m'occuper. Donc c'est elle qui faisait l'accueil, c'est elle qui faisait en gros le check-in, le check-out, c'est elle qui faisait le nettoyage. Et pendant à peu près 2 ans, elle a fait ça toute seule. Donc bravo à elle, franchement, c'est elle qui a vraiment tenu et lancé qui a lancé notre business en fait, tu vois, de courte durée. Et donc on a eu nos premières réservations, je me rappelle. Alors là, ça a une saveur indescriptible. C'est comme ton premier loyer, je suppose, en coloc. C'est une notification que tu reçois? C'est une notification Airbnb, vous avez une première réservation, et puis tu en as une deuxième, une troisième, et puis après 2-3 mois, tu en as déjà 20 sur le mois, et puis juillet, août arrive, parce qu'on lance ça, je me rappelle, en janvier. Juillet, août arrive, là, on est full, et on se dit, là, c'est incroyable. Et c'est incroyable, en fait, on n'a pas de mots, et chaque fois qu'il y a des gens, on est hyper heureux. Par contre, on se rend rapidement compte, surtout Sandrine, vu que c'est elle qui gérait tout ça, que ça prend beaucoup de temps, tu vois. Ça prend de l'énergie, ça prend du temps, et que c'était dans liberté financière, il y a finance. Là, on était bien parti, mais on n'était pas du tout dans la liberté. Et donc, elle va quand même faire ça pendant 2 ans, et puis on va commencer à se dire, on va essayer d'automatiser ce qu'on peut automatiser. On va faire ça très lentement, parce que pendant 2 ans, elle était d'accord de le faire, et puis aussi, elle prenait l'argent des ménages dans notre poche, tu vois. On demandait 50 €, tu vois, elle les prenait. Mais bon, à un moment, c'était pas pour ça qu'on avait signé. Donc, on a dû trouver une femme de ménage. Là aussi, ça a été une sacrée expérience, tu vois, déléguer nos premiers ménages et tout. Et voilà, ça a été assez compliqué.
Ça n'a pas été compliqué le début, mais ça a pris plus de place que ce qu'on imaginait, tu vois, dans notre vie privée, parce qu'on n'avait rien automatisé, rien délégué, et qu'on n'avait pas de formation, en fait. Donc, on a appris à la dure, avec les expériences douloureuses, alors que nos clients, eux, ont cette chance de passer ça et d'avoir directement le Graal de l'automatisation, la délégation. Mais donc, ça a été assez compliqué. Ouais. Quand tu penses à tout ça, donc du challenge émotionnel, et en plus en couple jusqu'au premier invest, on va dire les 2 ans, après les 2 ans d'automatisation où ça tourne bien. Si c'était à refaire, est-ce que tu as des regrets ou tu referais vraiment pareil, à peu près? Alors, ça, c'est une très bonne question et j'espère que Sandrine l'écoutera un jour. Pas vrai, regret peut-être j'aurais peut-être dû l'aider plus au début, tu vois. Je pense que si je l'avais aidé plus, en tout cas au début, parce qu'en fait, moi, j'étais employé et elle était actuellement sans emploi, donc c'est elle qui gérait ça. Donc, je lui ai un peu laissé la chose, tu vois. Je lui ai un peu délégué en disant, c'était des conneries, hein, mais quand on est à l'époque, c'était des conneries, de se dire, moi, je travaille, elle peut s'occuper de ça, tu vois. Mais c'est vrai que ça prenait beaucoup de temps, et vu que Sandrine est très carrée, pour ceux qui la connaissent, et perfectionniste, et c'est pour ça qu'on a le succès qu'on a, ça lui a bouffé beaucoup de charge mentale, quoi. Et donc, ça a pris beaucoup de place au sein de notre couple, ce Airbnb, alors qu'on n'en avait qu'un, tu vois. Et donc, ça nous a pris beaucoup de temps avant de remonter sur un deuxième, parce qu'on s'est dit, putain, s'il y avait qu'un, c'est déjà ça. Comment on va faire avec un deuxième ? C'est pas possible, tu vois. Et donc, ça nous a beaucoup ralenti dans notre croissance, on va dire ça, notre aventure. Et il a fallu qu'on prenne les choses en main et que je mette en place des process d'automatisation et qu'on commence à déléguer ensemble pour se dire, OK, on va attaquer un deuxième, tu vois. Sinon, donc, si j'avais les compétences que j'ai maintenant, après en 2018, fin 2018, j'ai racheté déjà un bien, tu vois. Parce que j'aurais tout automatisé, tout délégué tout de suite. Mais là, je l'avais pas, donc voilà. Et les banques, ça a été très stressant. Je crois que c'est l'expérience la plus stressante de ma vie avec Sandrine. Donc, c'est bien parce que là, c'est marqué au fer rouge dans mon esprit, mais c'était peut-être un peu trop. Ok, ça va. Super retour d'expérience. Mais comme quoi aussi, très inspirant de se dire, il y a toujours des solutions. Vous avez la bonne affaire se fait à l'achat. Vous savez, quoi qu'il arrive, ça cochait toutes les cases. C'était un bon deal et vous devez l'avoir. Vous n'avez pas lâché. Et voilà, vous avez trouvé les solutions. Et donc, en termes de chronologie, entre... D'ailleurs, le bien qui l'eût cru, tu veux dire pourquoi vous l'avez appelé qui l'eût cru justement. C'est une bonne question. Mais en fait, qui l'eût cru, c'est parce que l'entièreté de notre entourage, parents compris, vous l'avez compris, ne croyait pas en nous. Donc, quand on a eu le qui l'eût cru, on s'est dit, c'est peut-être moi, ou je crois que Sandrine a dit, qui l'eût cru, et puis c'est elle qui a trouvé le nom. Donc voilà, parce que personne ne croyait en nous et on a réussi. Yes. Voilà. Donc c'est qui l'eût cru avec un K. Avec un K, oui, pas QI, oui. Ok. Et chronologie entre le premier invest et le deuxième. Donc le premier invest, c'était août 2018. C'était octobre, novembre 2018. Là, il y a 2 achats. Donc il y a la maison, la RP qui va donner notre RP. On lance les travaux en 2018. Ça va prendre beaucoup de temps, comme toujours. On n'y connaissait rien. Le mec, c'était un bricolo du dimanche en fait qui avait juste rénové sa maison. C'était pas un vrai entrepreneur en travaux. Il venait de l'entourage professionnel de ma mère, donc il venait du BNI pour être plus exact, et ça a été un fiasco. Franchement, la maison était ok, tu vois. En fait, on a demandé 25 000 € de travaux. Il a pour 25 000 €, tu imagines à l'époque ce qu'on faisait. Il a tout replafonné, il a isolé le toit, dans la cuisine, je l'ai fait avec mon père en palette léontine, mais il a fait la salle de bain, il a refait l'électricité et il a changé 2-3 châssis. Mais en fait, il a été très lent. Encore une fois, tu vois, il y a eu des problèmes avec ses hommes. Ses hommes lui ont claqué dans les mains, donc il a repris un autre mec. Il y a des choses qui étaient moches qu'il a fait parce que c'était pas vraiment un entrepreneur vrai, tu vois, il n'avait pas de profession, l'accès à la profession. Dans la salle de bain, il nous a fait une marche alors qu'on ne devait pas avoir de marche, tu vois. Tout plein de petites conneries comme ça. Donc là aussi, ça a été quand même assez éprouvant, ce premier chantier. Et surtout, il n'était pas fini parce qu'on n'a jamais repeint, on n'a jamais recarrelé. En fait, on a vécu pendant 5 ans, d'où la frugalité, depuis 2019, jusqu'on a rénové ça en 2025, dans une maison qui n'était pas finie. Le plafonnage n'avait jamais été repeint. La cuisine, elle était simple. Les châssis, ils n'étaient pas tous changés. Donc, voilà, ça a été aussi toute une expérience, ça. Ok, ça va. Et le prochain achat s'est fait en 2020. En 2020. En 2020, le temps de souffler un peu. Je crois que c'était début 2019, on avait fini, vers avril 2019, on revenait d'un séminaire de dev perso à Marrakech.
Et on est revenu dans la maison et on l'a découverte et on s'est dit ouais c'est bien mais il y a quand même pas mal de trucs qui n'étaient pas clairs, tu vois. Donc on s'est un peu disputé, ils nous demandaient des suppléments qui sortaient de nulle, enfin on ne savait pas d'où ils sortaient, tu vois, enfin le coup classique quand on touche pas à une et donc ils en profitent. Et donc c'était aussi un petit moment stressant, mais ça a été. Et puis après, le temps de se remettre de nos émotions en 2020. Ok. 2020, fin 2020, là aussi, histoire, c'est dans le même domaine, tu vois. Et c'était une maison avec Sandrine et moi, dans le domaine, il y a 300 maisons, comme ça vous pouvez comprendre, et souvent elles sont très proches l'une de l'autre. Et celle-là, c'est une des deux seules, elles sont deux, voilà, toutes les deux, toutes seules. Il y a celle de gauche, celle de droite. Et on s'est toujours dit avec Sandrine, si celle-là, elle est en vente, il faut qu'on l'achète. Ok. Pourquoi? Parce que, je sais pas, l'environnement qui l'entoure est magnifique. Il y a que 2 maisons, elle a la place d'en avoir 25 autour de toi. Ça. Tu vois, t'es vraiment... Et je sais pas, elle a un truc, elle a une vibe, elle est magnifique. Mieux isolée. Ouais, mieux isolée. Alors, pas aussi bien que la nôtre, hein, bien sûr, mais pour une location, on s'est toujours dit, c'est top, tu vois. Et donc, on n'avait pas prévu, mais un jour, on l'a vue en vente. En fait, il y en a 2, une à gauche, une à droite. Et celle de gauche, un de mes potes, un de mes meilleurs potes, Rémi, s'il écoute le podcast, parce que il savait que j'habitais dans ce domaine-là, mais il était venu une fois ou l'autre et il a eu aussi un coup de cœur, tu vois, pour le domaine, parce que la région est magnifique. Et donc, ses parents aussi sont venus voir et on dit waouh, c'est magnifique. Et donc, il a commencé à chercher un peu une maison. Et puis un jour, celle de gauche était en vente. Et je me rappelle, on se balade avec son père qui venait voir le domaine, le père de Rémi, et Rémi. Et puis on voit cette maison et ils vont toquer, ils disent bonjour, est-ce qu'on peut rentrer? Et cette maison est en vente et tout. Oui, elle est en vente, c'est des personnes âgées. Et on aimerait bien la vendre. Et donc ils vont faire un deal avec cette maison, tu vois. Et ils vont l'acheter à 135 000 €. Donc elle était... il n'y a rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Elle était dans un bon état. 135 000 €. Moi, je lui avais dit, les domaines, toi, j'avais acheté il y a 2 ans à 50 000. Je dis, c'est quand même un peu cher, toi. Je trouve que c'est un peu exagéré. Mais coup de cœur. Le papa, coup de cœur, il se verrait vieillir là-bas. Enfin bon, voilà. Et donc, quelques mois plus tard, après ça, donc je sais à combien Rémi l'a acheté, il y a la même maison. À droite, qui est en vente. Incroyable. Et donc, mais alors, encore une fois, c'est du off-market parce qu'ils avaient mis une grosse pancarte sur le truc en blanc, en flamand, et tu avais juste un numéro de téléphone. Et un site qui était marqué deuxième main, tu vois. Alors, je ne sais pas qui vend sa baraque sur deuxième main. Je ne savais pas que c'était possible, mais bon, voilà. Non, mais c'est pour dire que c'est du off-market. Hein. Et donc, on va sur deuxième main, on va la voir et on voit qu'elle est à 130 000. On se dit, 130 000, on n'a même pas besoin de la visiter parce que Rémi a acheté quasiment la même, tu vois. Ouais. Juste agencée différemment, mais c'est la même année de construction, même matériaux. Même état aussi? Même état, ouais. Okay. Même état, on le voit sur les photos, tu vois. Et donc, on se dit, pas besoin de faire la visite, tu vois. Donc, on sonne pas. On envoie un SMS, on se dit, voilà, on a vu votre maison, on aime beaucoup, on habite dans la zone, donc on connaît un peu les maisons. On vous fait une offre par SMS, alors qu'on n'a jamais vu la maison, on n'a jamais discuté avec les gens. On vous fait une offre à 72 000 €, alors qu'elle était à 130. Tu vois. Ouais. Bon, de toute façon, on se disait avec Sandrine, on a toujours parti de ce principe. Principe que je vous invite à faire, c'est on peut pas te faire un deuxième trou de balle. C'est-à-dire qu'il peut rien t'arriver. Tu fais 72 000, au pire, c'est un non, t'en as rien à foutre. Et donc, c'est ce qu'on fait. On part de ce principe, on joue. Et on fait par SMS en mode aucun respect. Et 72 000. Alors que c'était 130, tu vois, on l'a même pas vu. Et ils nous reviennent quelques jours après en disant oui, voilà, on a bien réfléchi, mais ils sont super gentils en plus. 72 000, c'est un peu bas pour nous. Alors qu'ils auraient pu dire allez, va te faire foutre, quoi, tu vois. Et voilà, mais si vous voulez, vous pouvez venir la visiter, tu vois. Ce qui était quand même la base. Et on dit ah ouais, ça nous intéresse, on va venir la visiter. Et alors leur message était assez explicite, c'était vous pouvez venir la visiter et on peut négocier, quoi. Tu vois. Et donc, on va visiter cette maison. Et donc, elle était comme on l'imaginait sur les photos. Elle n'a pas bougé d'un iota. On n'a pas fait un bal de gros travaux dedans. Et donc, la même chose. On se met à la table. Je me rappelle, c'était 2 Flamands. Le mari ne parlait pas flamand. Enfin, elle était flamand, plutôt, il ne parlait pas français. C'était sa femme qui était bilingue. Et donc, c'est elle qui traduisait. Et donc, mais scène irréelle, quoi. Je fais des trucs. Moi, j'ai vu avec Sandrine des trucs de fou, tu vois. Il nous invite à prendre le thé. Et pour faire la négo, tu vois. Et donc, on commence à discuter de tout et de rien. Et Sandrine est très forte pour ça, vu qu'elle est hypersensible. Elle sait nouer des liens en même pas de 5 minutes avec tout le monde. Et donc, elle commence à discuter et tout. Ça devient assez vite très, très émotionnel, tu vois. Okay. Parce qu'en fait, elle comprend directement que
ça leur fend le cœur en fait, devant leur maison. C'est parce que la personne, le mari, a des problèmes de santé. Et donc, après 15 minutes, on commence tous à pleurer, alors qu'on ne les connaît pas, tu vois, ça fait 15 minutes, mais voilà, directement, Sandrine sait mettre les gens à l'aise. Et donc, voilà, nous, on leur a expliqué, voilà, on discute de tout, de rien, ça pleure, c'est très émotionnel. Et puis, on leur explique, parce qu'on avait quand même prévu un plan de bataille, on leur dit, écoute, on avait compris assez vite, via l'annonce deuxième main, que c'était des personnes âgées, tu vois. Et puis, on avait eu des infos du voisin Rémi, de Rémi, tu vois. Enfin, voilà, on avait quelques infos, donc on s'était fait une image d'eux. Et on se doutait que s'ils revendaient, les gens dans la région ne revendent jamais par plaisir, c'est parce qu'ils sont trop vieux et que c'est trop mobilité difficile. Donc on savait. Et donc on s'était imaginé, on ne va pas leur dire on va acheter votre maison pour la louer et faire du fric, ça ne va pas le faire, tu vois. Et donc on s'était imaginé un petit plan de bataille en disant que la maison, c'était pour le papa de Sandrine qui avait des problèmes de santé et que c'était pour qu'il revienne, tu vois. Okay. C'était pas vrai. Mais bon, ça, il ne le savait pas. Mais en tout cas, ça a joué. On a raconté cette histoire-là. On a dit, voilà, nous, cette maison-là, c'est pour le père de Sandrine, qui était atteint d'un cancer, ce qui était vrai à l'époque. Donc, il y avait une part de vérité. Et voilà, nous, c'est pour ça qu'on la veut. Ça nous aiderait beaucoup et ça l'aiderait beaucoup. Et voilà, c'est pour le louer, pour l'aider, voilà. Et donc, ça, plus le fait qu'il y ait une connexion émotionnelle, on est parti avec une maison tout meublé, ils ont tout laissé dedans à part leur table à 90 000 euros. 90 000, ok. À la place de 130 000 euros. Ouais. Wow. Et là, c'était incroyable. C'est une incroyable négociation. Et c'était une négociation qui s'est faite en fait fluide. On a dit voilà, ils nous ont demandé voilà, 72 000 c'est trop bas pour nous, mais on a bien réfléchi. Ce serait quoi votre meilleure offre? Et enfin, je sais plus trop comment ça s'est passé. Nous on dit 90 000. Et ils ont dit pour 95 000 on vous laisse l'intégralité des meubles. Et on leur a dit non, c'est 90 000 et vous pouvez reprendre les meubles qui vous plaisent, tu vois. Mais ils ont repris une table en fait. Donc tu vois, okay. Et donc en fait on est arrivé avec un bien qui, après la signature des actes, était prêt à l'emploi. Okay. Ils ont laissé les lits, ils ont laissé, non, ils ont tout laissé, quoi, tu vois. Juste une table et la petite électro, tu vois, mais des conneries. Et ça, c'était... Donc direct opérationnel, vous mettez en opérationnel. Et là, même chose. Là, encore une fois, on avait déjà un peu plus d'argent, mais ce qui a bloqué, c'était le fait que c'était un domaine de vacances. Encore une fois, un domaine de vacances très, très, très dangereux à prendre avec des pincettes. Bon, maintenant, avec nos clients, on sait comment manier cet animal sauvage. Il y a des banques spécifiques. Voilà, il y a des banques spécifiques. Il y a vraiment, c'est très spécial. Mais à l'époque, je ne savais pas en non plus. Enfin, j'avais juste fait un deal, un double deal, vous avez compris. Mais donc, c'était aussi la croix à la bannière pour ce financement-là. Et donc, j'ai dû refaire appel à mes parents. Ils n'ont pas apprécié. Mais j'ai dû refaire appel à mes parents. J'ai mis du cash quand même avec Sandrine. Mais le fait que leur maison était en garantie, en fait, on a juste augmenté la garantie. En fait, on est passé c'était 168 000, pas 136 000 le premier crédit. On est passé de 168 à 316. Et avec une hypothèque sur leur maison, tu vois. Okay. Et donc voilà, et je les ai remerciés éternellement. Mes parents, sans eux, je ne serais pas là. Et ils sont déjà venus à Bruxelles Expo, à acheter pour louer nos séminaires. Je les ai déjà remerciés sur scène, et ils étaient assez émus. Et donc voilà, le 2020, troisième achat. Super. Assez incroyable. Ouais. Alors, troisième achat, vous êtes dans quel état d'esprit? Donc déjà, vous êtes à combien de cash flow avec les deux opérations? Et c'est quoi l'état d'esprit par rapport à votre vision d'atteindre la liberté financière? Vous sentez que vous vous rapprochez? C'est loin? C'est fatigant? C'est quoi le feeling? C'est une bonne question. Alors là, ici, en fait, chaque petite maison nous a rapporté... Alors, on ne change pas une équipe qui gagne. On repart sur un crédit bullet, terme fixe. Donc, on est à 950 € pour les 3 maisons. Travaux compris, tu vois. Alors au niveau cash flow, à ce moment-là dans mon parcours en 2020, on est à peu près à 2 000 € de cash flow parce que comme j'ai dit, on a refait un crédit bullet, 950 € par mois pour les 3 maisons, pour 316 000 €. Donc c'était incroyable. En plus, c'était en 2020, donc les taux étaient excessivement bas avec les crises Covid qui démarraient, tout ça. Donc on était vraiment très très bien. Et donc niveau cash flow, de facto, on était à 2 000 € de cash flow net dans notre poche, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, forcément. Et donc, là, il y a eu un vrai changement. Là, en fait, on s'est dit, alors vous allez me dire 2 000 €, c'est pas beaucoup. Enfin, ça dépend pour qui. Mais en tout cas, moi, 2 000 €, moi, je gagnais 1 800 à l'époque. Sandrine avait un revenu de remplacement, toujours. 2 000 €, c'était quasiment le double de ce qu'on gagnait. Enfin, ça doublait, en fait, nos revenus. Donc, c'était fou, quoi. C'était fou. Là, on s'est dit, waouh, on est libre financièrement, en fait. C'est vraiment... là, on s'est dit un truc de fou qui se passe, là. Et donc, le feeling, c'était waouh, c'est génial.
c'est génial, mais voilà, encore une fois, il a fallu pas mal de temps pour automatiser, pour déléguer. Ça nous a pris pas mal de charge mentale à ça. Et donc, on a un peu ralenti. Et le prochain invest, on voulait le faire en 2021. Ça, au niveau un peu timeline. Mais c'était, alors là, si ce deal-là était passé, ça aurait été Byzance, en fait. Parce qu'en fait, en 2020, je me lance avec toi, on crée début 2020 le club. Après 6 mois, moi, je quitte mon taf, tu vois. Ouais. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que l'investissement que j'ai fait en 2020, là, j'étais encore employé, tu vois. Donc, c'était plus facile à faire passer. Mais en 2021, j'étais jeune indépendant. Et soyons honnêtes, le club, on était quasiment bénévole les 3 premières années. On gagnait très, très peu d'argent. Et justement, on rigole, mais c'est vraiment les deux qui l'ont cru, les deux Airbnb, qui m'ont permis d'avoir une aisance financière pour ne pas lâcher l'histoire du club. Oui, ils ont remplacé le salaire. Ils ont remplacé le salaire parce que sans ça, j'aurais pas su. Le club ne générait pas assez. Enfin, on gagnait ce qu'un jeune indépendant gagne. Enfin, quand tu as un projet qui, en plus, c'était le club sortait de nulle part. Enfin, on gagnait rien. Enfin, tu vois. Et donc, heureusement qu'ils étaient là. Et donc, tout ça pour dire, parce qu'en 2021, j'étais jeune indépendant, je gagnais peut-être un peu plus avec le club, mais pas grand-chose. Les revenus Airbnb n'étaient pas pris en compte. Et j'avais trouvé le deal du siècle. Alors là, c'était le deal du siècle. Et celui-là, on y repense de temps en temps avec Sandrine. C'était un immeuble de rapport, 5 unités. Wow. Donc, en fait, c'était trois grands appartements. Et il y avait 2 entresols, mais qui étaient en fait des chambres. Et en fait, à l'époque, en 2020, on pouvait lancer des Airbnb comme ça. Hein, c'était YOLO. Et donc, nous, notre plan de bataille, c'était dans les 5, faire 5 Airbnb. Et c'était en plein centre de Dinan. C'était dans la rue Saxe. Donc, super bien mis, à même pas 200 mètres de la collégiale. Il était à 130, 140, je ne sais pas combien il était. On a réussi à le toucher à... Il fallait rénover, bien sûr, mais on a réussi à le toucher à 95 000. Encore une fois, on a bien négocié. C'était un héritage. Donc, on savait que c'était un bon levier. Et il fallait, on avait prévu, je crois, 150, 200 000 pour tout rénover, tu vois. Mais au final, à un moment, pour la demande de crédit, on a demandé que 100 000 parce qu'on s'est dit on va le faire progressivement, parce que ça a été refusé à 200 000. Mais ils ont quand même refusé à la place de 300 000. Ils ont refusé à 200 000. À cause du jeune indépendant. À cause du jeune indépendant, que Sandrine était toujours au chômage et que on avait des revenus Airbnb, tu vois. La majorité de nos revenus c'était Airbnb, jeune indépendant, et donc ils ont trouvé et on n'avait pas aussi, encore une fois, vous allez rire, mais on n'avait pas beaucoup de cash. Donc ils vont se dire putain, il a jamais de cash lui, alors qu'il gagne bien sa vie. Oui, mais bon, on a peut-être quoi 10 000 euros de cash, tu vois. Donc c'est pas suffisant. Mais celui-là, s'il était passé, mes aïeux, je crois que j'aurais 10 000 euros de cash flow rien qu'avec ce bien-là. Minimum, parce que c'était une folie. Donc voilà, 2021, je fais rien. 2022, je vais faire un petit achat-revente, sans le vouloir. Dans le petit domaine où on avait acheté, il y a une maison, off-market bien sûr. C'était la stratégie de faire un achat-revente? Non, okay. Pas du tout, parce que j'ai jamais été attiré à l'époque par l'achat-revente. Maintenant, on va en discuter, c'est devenu bien autre chose. Mais à l'époque, en fait, on s'était dit, bon, 2021, on était un peu dégoûté, donc on se dit, on va laisser une année de plus pour avoir un peu plus de revenus indépendants, tu vois, parce que forcément, le club se développait, je gagnais un peu plus. Et donc, en 2022, on trouve une petite maison là-bas. Prix de vente, c'était 59 000 euros. En 2022, dans la zone, elle valait plutôt aux alentours de 85-90. Des maisons dans cet état-là, il fallait tout refaire. Ça avait quasiment fait du x2, hein, grâce au Covid, et je pense à notre maigre influence sur cette région-là. Les prix ont bien augmenté, et donc là, elle était à 59. Alors, je l'ai vu sur le groupe Facebook du domaine. Donc, c'était off-market, j'arrive, 59. Je visite avec Sandrine. Dans la journée, on envoyait l'offre à 59. On n'a pas négocié ni rien, c'était accepté tout de suite. Et là, on a réussi à avoir un financement d'une banque qui nous a financé sur la valeur après travaux, tu vois, pour la quotité. Et donc, elle nous a financé à 125%. Incroyable. Sans prendre de garantie, du coup. Garantie. Okay. Ils ont pris une garantie sur la valeur projetée après travaux. Et donc, toi, tu as vraiment le filon pour les banques et les dossiers. Ouais, mais là, et alors le mec, un an plus tard, le directeur d'agence, il a été viré. Je sais pas, peut-être qu'il faisait trop de trucs comme ça, j'en sais rien. Mais là, c'était un petit montant, vu que c'est une banque de la région, il connaissait. Et donc, on avait demandé des travaux. Et là, il s'est passé un truc de fou.
on demande les travaux. Donc, c'était 59 000. On avait pris 35 000 € de travaux parce qu'il était plus petit que les autres. Enfin, on commençait à connaître. Bon, voilà. Et puis, je me souviens, on l'achète. On sort de la signature des actes. C'était chez Caboret. Oui, c'était déjà, je pense, chez Jonathan Caboret à Liège. On sort avec Sandrine. Et là, on se regarde. Et ni moi, ni elle, on est heureux. Aucun sentiment. Aucun. Si, mais c'est même plus que ça. On se dit, elle me dit, t'es content? Mais je dis, non. Et je dis, toi, t'es contente? Elle me dit, ben non, pas tellement. Et là, on s'est dit, il y a un truc qui ne va pas. Et on se dit, c'est pas possible, quoi, tu vois. Et en fait, ni elle, ni moi, on voulait repartir dans un nouveau projet, dans la zone, avec une petite maison, ce genre de truc, tu vois. Okay. On rêvait de quelque chose de plus gros, tu vois. Okay. Et sauf qu'on ne se l'était pas avoué, tu vois. Mais c'est juste que quand ça a été signé, en fait, l'opportunité était tellement alléchante qu'il fallait qu'on la prenne. C'était impossible de la laisser passer. Et on s'était dit, on va refaire un Airbnb de plus. Ben, en fait, on s'était dit, franchement, j'ai jamais vécu ça avec aucun bien, par celui-là. Et donc, on l'a acheté, je me souviens, en juin 2022. On le met en vente en juin 2022. Le jour après, on le remet en vente. On fait rien, en fait, parce qu'on fait pas de travaux. Il fallait tout rénover. Et on va faire 2 visites. Il y en a une, c'était une touriste qui n'en touchait pas à une, qui habitait la région. Ah oui, c'est cher votre truc. Et puis on est tombé sur deux jeunes Flamands qui venaient visiter la région et qui ont eu un coup de cœur. Et donc on l'a revendu, il était à 59, on l'a revendu à 87. Magnifique. Donc ça fait 28 000. Ouais, 28 000, oui, c'est ça, 28 000 € brut en une visite, quasiment. Ils ont fait offre au prix. Et on l'a revendu super vite après en fait 2 mois. En fait, on l'a acheté en juin, on l'a revendu en août, quoi. Magnifique. Avec 28 000 € dans les poches, quoi. Ok. Première opération d'achat-revente. Et là, sentiment après la revente, du coup? Ah, c'était incroyable. C'était un sentiment de fou. Fou de se dire, j'ai gagné. Enfin, on a gagné 28 000 € en... On a juste fait une visite. Quelques heures, quoi. Quelques heures, quoi. On s'est dit, waouh. Et 28 000 € à l'époque, c'était un truc de fou. Pour moi et Sandrine, c'est déjà c'est encore une belle somme aujourd'hui, mais à l'époque, en 2022, c'était incroyable. Et est-ce que ça crée un déclic, ça amorce sur d'autres projets, d'autres choses? En tout cas, ouais. Je pense en tout cas de se dire déjà, le premier, c'est on va aller plutôt être dans des immeubles de rapport, plus des petites baraques comme ça, parce qu'on se dit, il y a l'effet cumulé, tu vois, un immeuble de rapport, t'achètes et ça t'as moins de travail que si t'achètes 3 maisons, par exemple. Et l'achat-revente, en tout cas, c'est resté dans notre tête, tu vois, parce qu'on s'était formé avec une personne avec qui tu t'es formé aussi à l'époque en 2021, et on n'avait jamais osé faire de l'achat. Lui, c'était achat-revente option, mais on n'avait jamais osé faire ça, tu vois. Et là, c'était un peu un achat-revente express, on va dire ça comme ça, sans travaux, et on a bien kiffé, ouais. On a bien kiffé, mais par contre, le notaire nous a dit, vous pouvez pas refaire ça, tu vois, parce que tu achètes en juin, tu revends en août de la même année. Au niveau fiscal, c'est chaud. Une fois, ça va. Tu peux dire c'était une erreur, j'ai glissé, mais tu peux pas le faire chaque année et dire non, c'est pas possible. Et donc, on s'est un peu calmé là-dessus. Et en 2023, on va acheter un immeuble de rapport à Dinan. Magnifique immeuble, affiché à 355 ou 365, baisse de prix à 355. On arrive à le toucher à 305. Ok. Et comment ça se passe? Vous dites 2023, c'est bon, on se relance, d'aplomb, on cherche activement, on commence à faire des visites. 2023, on commence, le club enfin commence à avoir une stabilité. J'ai un revenu peut-être avec le club qui est pas loin de 1500, 1600, 1800 € net, j'en sais rien. Les revenus Airbnb tournent toujours et puis on met toujours de côté. Les revenus Airbnb, on claque pas 2000 € de plus par mois, je sais pas quoi. Et puis on avait la plus-value de 28 000, tu vois. Et donc on se dit on va attaquer ça, on le trouve et en fait on coachait. Je coachais un couple, Yanis et Émilie, qui cherchaient dans la région de Dinan. Et puis je tombe sur ce truc, je le visite avec Sandrine et on se dit c'est une folie, c'est trop une folie, il est trop bien situé, il est toujours bien situé. Il y a une vidéo de la chaîne YouTube où vous pourrez aller le voir, les appartes. Et on se dit mais on n'avait pas les capacités d'acheter tout, tu vois. Sinon j'aurais acheté tout, j'aurais pas, c'était tellement incroyable. Et on va mettre Yanis et Émilie dans le coup et donc on va acheter avec eux. Mais séparément. Très important, ce n'est pas un achat en indivision où on est tous solidaires du crédit. C'est un peu complexe à faire, donc je ne vais pas expliquer, mais on a divisé avec un acte de base. Moi, j'ai acheté une partie, eux aussi, tu vois. Et donc, là, nous, on a fait un deal de fou parce qu'à 305 000, c'était une folie. Il y avait 4 unités. 4 unités, 400, plus de 400 mètres carrés en plein centre de Dinan. Dans un état PEBC. Comme ça, vous comprenez le délire. PEBC et D et B.
B et C. Donc de la folie furieuse ce truc. C'était une anomalie de marché. Et donc c'était un deal de fou qui est là au jour d'aujourd'hui terminé, en tout cas en grande partie, qui est loué de mon côté. Donc nous on a acheté 2 appartes. Ils ont acheté 2 appartes. Nous on a acheté 2 appartes. Eux, ils ont acheté 2 appartes sans travaux. Ils ont pu louer tout de suite à 180 000, 90 000 euros pièce en plein centre de Dinan, du jamais vu. Et moi, j'ai acheté 2 appartes, mais à rénover pour, c'était 100 000 euros, quoi. 100 000 euros parce que j'ai mis des fonds propres ici, tu vois. Pour le crédit, j'ai demandé 200 000 euros de crédit pour refaire les 2. Et j'ai mis à peu près, je me rappelle, 40 000 euros de fonds propres ici pour diminuer et faire passer. En fait, j'avais tellement été frustré de tous les refus bancaires que j'ai dit, cette fois-ci, j'ai du cash, je vais tout mettre pour que ça passe. Et donc, j'ai eu une quotité à 80% et c'est passé sans problème avec le cash que j'ai mis, quoi, tu vois. Donc voilà, ça, c'était un gros truc. Super. Et alors, ce projet-là, il vous rapporte ou il vous rapportera combien du coup Ben là, il y a déjà un appart qui est fini. Et encore une fois, allez voir la vidéo. Elle va bientôt sortir sur YouTube. C'est celui du haut. On a décidé, puisqu'on va sûrement parler de ça aussi dans la vision future, de faire moins de Airbnb. Parce que voilà, on a perdu un peu la flamme. En tout cas, à l'époque, on s'envoyait en avoir 15, 20, à la limite gérer un hôtel. Mais au fur et à mesure, on s'est dit non, on préfère avoir moins de charge mentale, parce que l'Airbnb, c'est quand même un peu de charge mentale, même si tout est délégué. Et on est prêt à sacrifier un peu de profit pour être plus tranquille, tu vois. Et donc là, on a décidé de faire des trucs très, très luxe, donc qui vont ramener énormément d'argent. Et là, on est sur un truc qui va être entre 140 à 150 euros la nuit par appart. Celui qui est fini, vous pourrez aller voir, il est magnifique. On a pris une architecte d'intérieur qui nous a aidé à rénover notre maison RP. Et ça, il est magnifique. Enfin, c'est du luxe. 5 étoiles plus. Il est vraiment incroyablement magnifique. Et on va faire des standards. Il y a des standings du luxe, que ce soit la literie, que ce soit tout est des standings du luxe. Et donc l'idée, celui-là, il va générer à peu près 1000... Ouais, en fait, c'est plus facile avec le calcul des deux. Les 2 appartements, quand ils seront finis, il y a un commerce compris. On sera sur un cash flow de 4 000 euros. Voilà, pour faire simple. Et on s'est dit, de toute façon, quand ça se sera fini, 4 000 euros, c'est bien suffisant. Tu vois, je n'ai pas envie encore d'enchaîner des Airbnb dans tous les sens, même s'il y en a peut-être un encore qui arrive. Mais je n'ai pas envie d'en acheter encore 10 000 de plus. Quoi, tu vois. Donc là, tu es dans une phase plutôt stabilisation, tranquillité d'esprit. C'est pas la tranquillité d'esprit, mais en tout cas, au niveau locatif, j'ai plus envie de faire de locatif Airbnb, courte durée avec Sandrine. En tout cas, nous, on a tiré une croix dessus parce qu'il y a l'avenir. On a une vision très claire de l'avenir et on va en parler à l'étranger. Et même si tout est délégué, tout automatisé, ça reste l'immobilier de manière intrinsèque. Tu as quand même toujours des conneries. Tu vois, parfois, il y a une chaudière qui lâche. Parfois, tu as ci, parfois, tu as là. OK, tout est délégué, tout automatisé, mais c'est quand même de la charge mentale. Je suis sur la plage, en train de boire un cocktail. On me sonne pour me dire la chaudière a pété. Ça me fait chier. Voilà, mais honnêtement, ça me fait chier. Et donc, depuis fin 2023, on a entamé cette réflexion de se dire, bon, on partirait pas vers autre chose. Et grâce à toi, il faut rendre à César ce qui est à César. La Charvente, on a vu que c'était possible, que ça marchait. En tout cas, tu l'as dit, plus d'1 million de plus-value en quelques années. Tu nous as vraiment inspirés. On s'est dit, putain, alors c'est pas péjoratif, mais si Maëri peut le faire, on peut le faire, tu vois. Pas parce qu'on est, on est au même niveau, je veux dire. Donc, on s'est dit, putain, avec tout ce qu'il a fait, c'est inspirant, quoi. Donc, tu nous as un peu donné la flamme, là. Okay. Et puis, on en a fait un, à nous, là, ici, c'était à Molinvaux, je sais plus, en 2023, je crois, ou 2022. Ouais, quelque chose comme ça. Et même si ça a été un peu un fiasco, comme on explique dans nos séminaires, ça a mis un premier pied à l'étrier. Et puis, en fait... en 2024, avec Sandrine, on s'est dit, vas-y, on veut vraiment se lancer dans la Charvente. Dans les options. Ouais, dans les options et la Charvente de manière générale. Et alors là, ici, on en a fait un à Arlon qui est un peu parti dans tous les sens. Mais si ça n'était pas parti dans tous les sens, ça aurait été une expérience incroyable. Et Phénoménal. Ouais, phénoménal. Et là aussi, on en fera une belle vidéo de celui-là, vous inquiétez pas. Mais et si ça n'était pas parti en sucette, ça aurait été incroyable comme expérience, parce qu'on avait bien fait les choses et tout. Et j'en ai fait un en solo avec Sandrine en 2014 à Arlon aussi, au Luxembourg, province du Luxembourg. Et j'ai trop kiffé, quoi. Elle aussi, on a trop kiffé parce qu'en fait, tu n'as pas de charge... Enfin, tu as une charge mentale, mais pendant le deal, tu vois. C'est temporaire. Et c'est temporaire. C'est pas l'immobilier, c'est tout le temps. Même si c'est très faible, c'est quand même là en fond d'écran, alors que la Charvente, on n'en parle plus. Et ça,
On a gagné ici à peu près en brut 50 000, mais en net plutôt 30 000. C'était incroyable. Ouais, c'était incroyable. J'ai eu la même sensation qu'avec la vente du petit machin, là, à 28 000 euros, tu vois. Ah oui, Ce côté, c'est incroyable, quoi, tu vois. Et donc, là, il y a vraiment un shift qu'on est en train de faire, de se dire, on finit ce qu'on a acheté, on les exploite, parce qu'on en a acheté en 2024 ensemble, à Dinan, en face de la collégiale, emplacement premium. On a fait des vidéos dessus, il est magnifique. Il faut le rénover maintenant, mais emplacement AAA, triple A. Je ferai sûrement Airbnb si Dinan le permet, mais après ça, tu vois, j'ai pas l'intention d'en racheter plus que ça, quoi. Tu vois. Mais 2024, peut-être tu peux nous dire un peu 2024-2025 pour terminer la timeline. Comment ça s'est passé? Ouais, 2024, ça a été chaud. Maëri le sait, on a été à l'infirmerie, on a eu peut-être les yeux un peu plus gros que le ventre. Alors 2024, on a acheté une société immobilière. On n'a pas encore fait de vidéo là-dessus et à mon avis, Maëri ira peut-être bientôt à Liège pour vous montrer un peu en tout cas à quoi ça ressemble. On verra, mais c'est une société avec 18 cotes et 3 parkings. Et c'est 2 gros immeubles de rapport en fait qu'on a rachetés pour 700 000 euros. Donc déjà, ça c'est costaud. Il faut une mise en location costaud. Franchement, on a tout automatisé, tout délégué grâce à une personne clé. Mais c'était chaud. Parce que c'est pas rien, il faut amener beaucoup de cash. On a fait l'achat-revente à Arlon qui est parti en sucette. Moi, j'ai fait le mien aussi de mon côté, qui était un achat-revente normal, donc un peu plus je dirais quand même un peu plus stressant qu'un achat-revente option, si on peut dire ça, parce que les sommes engagées sont beaucoup plus importantes. Et on a dû racheter un appart. On a racheté l'immeuble de rapport fin d'année où on va mettre nos bureaux, toi ton Airbnb, toi ton Airbnb, moi le mien. Et j'ai entamé le projet en 2024 d'un achat à l'île Maurice. Et c'est pas terminé, comme ça vous saurez tout. Je me suis lancé dans un achat, rénovation, revente. Et j'ai fait une vidéo sur YouTube, on s'est fait enfler, entuber de 155 000 euros. Le mec est parti avec la caisse, l'entrepreneur en travaux. Donc, je peux dire qu'en 2024, c'était très, très chaud. Mais en 2025, c'est la continuité de tout ce merdier, là, tu vois. C'est ça, donc les travaux, les chantiers qui avancent. Et pour vous donner un ordre de grandeur, comme ça, vous avez une idée, tout projet confondu, à un moment, j'étais avec le club, bien sûr. On était sur plus de 2 millions d'euros de ligne de crédit, moi, Sandrine et le club compris. Et je me suis dit, ouais, c'est chaud en un an. Donc, voilà, on s'est un peu calmé, là, ici. Mais donc en 2025, finir tout ce qu'on a démarré. En fait, déjà, on a dû récupérer le mec qui nous a escroqué de 150 000 euros. Et allez voir la vidéo, c'est lunaire, c'est de la folie. On a réussi à revendre l'appartement à Bruxelles. Ah oui, on a fait un deal aussi à Forêt, c'est vrai, dans l'équation. Enfin, ça n'arrête plus. La société, elle tourne bien, donc ça, c'est vraiment top grâce à une personne clé. Le deal à Maurice, il avance bien. On pourra en parler un peu de tout ça après. Dinan, c'est bientôt terminé, donc très 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 chaud. Plein de projets. Et plein de projets. Et là, au jour d'aujourd'hui, ma vision, c'est achat-revente. Voilà, je veux plus faire de locatif. Ou peut-être alors acheter des commerces pas très chers grâce à de l'achat-revente, tu vois. Acheter genre un truc 4 apparts à un commerce, revendre tous les apparts et avoir le commerce gratuit ou presque, tu vois, peu à peu. Parce que les commerces, c'est peut-être une fausse croyance, mais les commerces, je pense vraiment que c'est quelque chose d'assez passif. Parce que tu mets un locataire qui est un professionnel dedans, ça chipote pas, c'est autre chose qu'un locataire privé. Donc voilà, c'est plutôt vers ça que j'ai envie de partir, quoi, tu vois. Ok, super. Merci pour ton partage, très inspirant. Et je pense que les gens ont pu suivre l'évolution de la mentalité, les challenges et la réalité de ce que c'est l'investissement immobilier sur plusieurs années. Et on va attaquer maintenant les questions un peu plus spirituelles, philosophiques. Vas-y. Donc après ces 6-7 ans d'investissement, 6 ans et demi, 6 ans et demi d'investissement immobilier, est-ce que tu te sens ou est-ce que vous vous sentez peut-être plus heureux, peut-être plus pour toi, on va dire? Ouais. Alors, plus heureux, honnêtement, oui. Alors, on dit toujours, l'argent ne fait pas le bonheur, mais je crois que c'est vraiment faux. Moi, je suis convaincu que l'argent fait le bonheur et de toute façon, les fameuses études empiriques, ça c'est mon passé de master en psychologie, mais qui disent que l'argent ne rend pas plus heureux, c'est des conneries, ça a été démonté de toutes pièces. Et plus on a d'argent, plus on est heureux. Et honnêtement, ça permet en tout cas d'envisager la vie sans stress. Voilà, c'est ça que l'argent m'a permis. C'est pas parce que j'ai plus d'argent sur mon compte. L'argent, il est même pas sur mon compte, il est dans la brique. Il est injecté dans la brique en grande partie. Mais en tout cas, ça donne une vraie liberté d'esprit, de se dire en fait,
Et je suis honnête, pendant les 5 premières années où j'étais frugal, là, avec Sandrine, quand on allait au resto, moi, je regardais toujours le prix de la carte. Je prenais jamais le truc le plus cher. Okay. Alors que j'avais parfois envie, tu vois, d'un bon steak, tu vois, 30 balles ou quoi. Jamais je le prenais. Là, aujourd'hui, plus rien à foutre, ce genre de choses, tu vois. Là, ici, on a rénové notre maison. Tu es venu dedans. Enfin, moi, je trouve que c'est magnifique. Et j'ai payé des mobiliers, des trucs que je n'aurais jamais osé. Jamais osé de ma vie. Des couettes à l'époque que j'achetais chez Ikea. J'en ai acheté une ici sur Bonsoir. C'est x5, x6 le prix d'une couette. Mais c'est une qualité qui est vraiment différente. On dit toujours, oui, c'est pas parce que c'est cher que c'est qualitatif. C'est pas toujours le cas, mais honnêtement, c'est souvent corrélé. Hein. Je suis désolé de vous le dire ici. Hein. Et donc là, par exemple, ça m'a permis, en tout cas, cette liberté financière de partir à l'étranger dans des destinations que j'aurais jamais imaginées, comme par exemple l'île Maurice, tu vois. C'est ça. Donc tous des trucs comme ça. Donc est-ce que ça m'a rendu plus heureux ? Je pense que oui, ce serait vraiment hypocrite d'avoir ce truc New Age. Ouais, non, l'argent. C'est plus heureux ou plus de paix peut-être ? Ouais, mais plus de paix, ça permet en tout cas de vivre ça permet de vivre des expériences qui apportent plus de bonheur, tu vois. Là, récemment, on est parti sur un coup de tête en Grèce avec une piscine privée dans la chambre d'hôtel. J'étais heureux. Okay. Je suis désolé de le dire, mais j'étais plus heureux que dans un all-inclusive avec des gosses qui courent dans tous les sens. Tu vois. Enfin, voilà, donc je pense que ça apporte une paix d'esprit et ça apporte des choses qui te rendent plus heureux. C'est pas l'argent qui rend heureux, ça te permet d'acheter des expériences qui rendent plus heureux. C'est ça, ok. Voilà, c'est un peu, je dirais. Et au final, quelle est la raison pour laquelle vous investissez dans l'immobilier, la vision ? Ouais, ça c'est une bonne question et c'est très personnel, mais chacun met ça où il veut. Mais donc, nous, en tout cas, pourquoi on s'est lancé, c'était pour la liberté financière. Et on l'a acquis, ça c'est clair et net. Mais au-delà de la liberté financière, c'était pouvoir vivre 6 mois de l'année à l'étranger. Alors vous allez me dire, ouais, je suis belge, donc je te comprends, Florent. La grisaille, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Pour ma femme, c'est encore moins possible. Et donc, à partir d'octobre jusqu'à mars, c'est horrible. C'est horrible. Moi, je supporte pas la Belgique dans cette période-là. Je la déteste parfois, et Sandrine aussi. Et donc, fort de ce constat-là, si on veut changer quelque chose, il faut se bouger le cul. Et c'est pour ça qu'on voulait être libre financièrement. Et donc, on commence à se rapprocher de ça parce que récemment, là en 2023, on a eu la chance, encore une fois un coup du hasard, d'aller à l'île Maurice au lieu de Bali. Et c'était un coup de cœur comme j'en ai jamais eu. Pourtant, j'ai voyagé pas mal dans ma vie et Sandrine aussi. Et on s'est senti chez nous, tu vois, comme un foyer, on pourrait appeler ça home en anglais là. Et on a adoré et on s'est dit, ouais, c'est ici qu'on veut vivre. Et par contre, l'île Maurice, le point pas négatif, contrairement à des trucs comme Bali ou je sais pas quoi, c'est très cher parce que c'est un peu elle est appelée la Suisse de l'océan Indien. Et donc, qui dit Suisse dit très cher, forcément. Et donc, c'est des prix assez élevés. Et l'immobilier et tout ce que je te parle ici, l'achat-revente, les revenus qu'on gagne ici, nous ont permis en 2024 de faire réaliser un rêve. Mais là, c'est vraiment le rêve. Si j'ai investi dans l'IMO en 2018 avec Sandrine, c'est pour ça. Et je ne savais pas quelle forme ça allait prendre. Moi, je voulais juste vivre 6 mois de l'année à l'étranger au soleil. Et j'avais visualisé un truc un peu paradisiaque avec des palmiers. Mais ça aurait pu être partout, tu vois. Okay. Il y a plein d'endroits dans le monde où il y a des palmiers et des plages. Mais voilà, ça a été l'île Maurice. Et en 2024, on va faire donc on y avait été en 2023, gros coup de cœur. Je me renseigne à mort quand je suis là sur l'immobilier. Et puis en 2024, là, on y va, on est retourné un mois avec la démarche active de vouloir faire des visites. Donc on va enchaîner des visites, on va comprendre le marché, on va faire des rencontres de fous, on va rencontrer un des plus gros gestionnaires de patrimoine de l'île Maurice qui va nous donner des conseils en or. Et en 15 jours, toutes les planètes vont s'aligner. On va trouver le projet, en tout cas un premier projet en VFA, donc en vente sur plan, qui nous anime, qui nous parle dans une zone de fou. Et on va envoyer la compte pour le bloquer, tu vois. C'est un projet, il faut quand même se donner... Ça fait 2 fois qu'on y va, l'île Maurice. C'est quand même un projet de 400 000 €. Et la compte qu'il faut envoyer, c'est 10%, donc ça fait 40 000 €. Et ça, honnêtement, sans l'IMO, jamais de ma vie, j'aurais imaginé pouvoir me payer un truc pareil, tu vois. Parce que il faut faire un crédit, il faut faire des démarches assez complexes qui, si j'étais un débutant newbie, j'aurais eu peur, tu vois. Là, ici, pour moi, c'était la base, tu vois, quand il fallait faire un crédit avec l'île Maurice, tout ça, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Hein. Et donc, envoyer 40 000 €, ça a été un gros moment dans mon histoire avec Sandrine, de se dire, waouh, gratitude, le parcours qu'on a eu, c'est fou, quoi. Parce que jamais j'aurais imaginé ça.
Et 40 000 € en plus sur un compte mauricien, tu vois. Ouais. Alors nous, c'est MU, c'est MU, mais eux, nous, on a genre, je sais pas, 12 chiffres, ils en ont 26, tu vois. Donc j'ai dû le relire 10 fois parce que 40 000 €, je me dis bon, et je me rappelle, on finit le séjour dans un hôtel 5 étoiles. Encore une fois, est-ce que l'argent rend heureux? Là, j'étais heureux, en tout cas, dans cet hôtel 5 étoiles, la maison d'été. Et je me rappelle, on est sur le transat, on est avec le contrat, tu vois, le contrat de... C'est comme un compromis, quoi, tu vois, un contrat de VFA, en fait, qui dit je veux acheter et je m'y engage, quoi. On signe le contrat de VFA, on le renvoie au notaire. Et puis on se regarde et on est là, voilà, avec l'envoi des 40 000 € sur le compte du notaire mauricien. Et puis on le fait. Et là, il y a un truc, tu vois. Tu te dis, waouh, c'est incroyable. C'est la gratitude que, en plus, voilà, le décor idyllique face à l'océan Indien, enfin, on peut pas faire mieux, quoi. Magnifique. Voilà pourquoi je me suis battu et je suis en train d'y arriver 6 ans plus tard. Donc, honnêtement, si je l'ai fait, juste le message, c'est vous pouvez le faire parce que nous, on a fait que des erreurs, on a fait que des conneries, vous l'avez entendu. En 6 ans, on a fait toutes les galères possibles. Si j'avais été accompagné par le club, je pense en 3 ans, en 4 ans, c'était fait, tu vois. C'est ça. Et là, tu as vraiment, avec ton expérience, tu as tracé les sillons que peut-être aucun Belge ou en tout cas, a fait d'investir dans l'IMO, partager. Je connais personne, en tout cas, pour le moment. Pour le moment, je connais personne. Et là, il y a cette casquette d'investisseur. Donc, ce bien-là, en fait, nous, l'idée, c'est de le vivre 6 mois de l'année. Vous l'avez compris, de octobre jusqu'à mars. Et le reste de l'année, revenir en Belgique, probablement, et le louer, en fait. Le louer. Et donc là, on a plein de possibilités, moyen terme, court terme, mais on n'est pas effrayé par les démarches qui nous attendent. On verra comment on le fera, tu vois. Mais donc, ouais, ça, comme tu dis, c'est comme si tout avait été tracé pour arriver à ce moment-là, tu vois, de ce deal-là, et c'est incroyable. Et par rapport à réaliser votre vision, est-ce que vous utilisez des outils spécifiques? Tu avais parlé de visualisation, j'entends qu'il y a quand même pas mal de lois d'attraction dans ce que vous dites. Bien sûr. Et là, tu l'as fait vraiment courte, hein, ton histoire, mais il y a eu plein de rencontres qui ont mené à des rencontres, qui ont mené à des rencontres, Comme tu dis, moi, Sandrine en parlerait mieux que moi, mais il n'y a pas d'hasard dans la vie. Et on avait visualisé ça dans notre séminaire de dev perso que je t'ai dit à Marrakech là en 2019. Moi, je peux te ressortir le dessin, il est chez moi. C'est un avion qui va de gauche à droite, et d'un côté il y a la Belgique où je suis dans mon petit domaine, tu vois, avec plein d'immobilier pour dire j'ai investi. Et de l'autre côté, tu as une belle maison de l'eau avec des palmiers, tu vois. Donc ça, c'était ma visualisation, et j'y pense depuis des années, et c'est matérialiste, tu vois. Et en fait, c'est fou parce que pour arriver à ça, il y a eu un enchaînement d'événements improbables qui sont dignes d'un film. À Maurice, on ne devait pas aller à Maurice, on devait aller à Bali, mais le Covid... Costa Rica. Ouais, Costa Rica, en fait, c'est ça, on a été cloué au sol. Non, c'est incroyable. On devait d'abord aller au Costa Rica en 2021 parce qu'on voulait faire un truc, tu vois, c'était en rapport avec notre vision, hein, avec des palmiers et tout ça. Et le Costa Rica, au final, on a laissé tomber parce que Sandrine a eu une mauvaise intuition, tu vois, là-dessus, et très dans l'intuition. Et on a décidé d'aller à Bali. Mais à Bali, en fait, on était cloués pendant le Covid. Et on ne pouvait pas aller à Bali parce qu'on n'était pas vaccinés et qu'ils étaient assez fous là-dessus jusqu'en 2022. Sauf que notre ticket d'échange du Costa Rica à Bali, il était en fin d'expiration. On n'allait plus pouvoir l'utiliser. Et donc, pour quelques suppléments de plus, on a pu l'échanger une dernière fois. Et on a été à l'île Maurice grâce à une formation qu'on a achetée. Enfin, la somme d'événements pour se retrouver là était improbable. Et le fait que la deuxième année, quand on se dit, vas-y, on a eu un coup de cœur, on veut vraiment acheter à l'île Maurice et vivre là-bas, on rencontre dans notre deuxième Airbnb l'un des plus gros gestionnaires de patrimoine, et sa femme est la seule notaire française de l'île. C'est un truc de fou. Le mec connaît tout le monde. Il nous donne accès à 2 chasseurs IMO, à un des meilleurs courtiers de Maurice. Alors moi, je sais pas, si on ne croit pas à la loi d'attraction et que parfois il y a des choses qui sont en boîte qui vont dans le bon sens et que c'est fluide, je sais pas, c'est pas possible, quoi. Enfin, tout était aligné, tu vois. C'est ça. Donc sans savoir le comment, au final, la visualisation, c'est ça, la réalisation. C'est ça. On se l'est attiré, et là, c'est incroyable. L'appart, c'est un appart. Vous aurez des vidéos, vous inquiétez pas, mais il faut le temps qu'ils le construisent. 200 mètres carrés, on a notre jardin privé, une piscine privée à 10 minutes d'une des plus belles plages de Maurice. Et là, normalement, on va signer ça incessamment sous peu, donc incroyable, quoi.
Yes, super. Merci pour ces questions et cette histoire, cette expérience super inspirante. On va terminer ici le podcast avec les questions de la communauté. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à rejoindre notre communauté gratuite, le Club Initiation, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Il y a, je crois, 1700 déjà personnes. 1700 personnes et on fait bien. des lives. Il y a j'ai remis à jour l'espace formation. Il est magnifique. C'est pas pour dire, mais là, si vous voulez en savoir plus sur l'IMO, on a tout structuré et tout dans les contenus gratuits. C'est carré. Parfait. Donc, les liens sont en description. Et donc, je vais commencer avec la première question. Alors, au début de ton aventure, si le club avait existé ou quelque chose de similaire, tu serais passé par là ou tu n'aurais rien changé à ton expérience? Non, mais là, alors là, vous vous doutez bien que j'aurais 100 000 fois pris le club. Mais là, avec toutes les merdes que j'ai eues, franchement, si je pouvais remonter dans le temps et que le club existait, ce serait un peu difficile parce que alors, je me ferais coacher par moi-même. Mais bon, voilà. Mais je le prendrais tout de suite sans hésiter. C'est la perte de temps, d'énergie, de charge mentale que j'ai pris sur la tronche avec Sandrine et qui nous a mis à terre pendant bien un an et demi. J'aurais pu l'éviter vraiment avec le club. Et ça aurait changé ma vie. Honnêtement, c'est un peu comme toi, t'en as parlé dans ton interview, mais je pense que si j'avais eu le club, j'aurais... J'aurais à mon avis, je serais déjà à l'île Maurice depuis 2 ans et j'aurais peut-être déjà 1 ou 2 biens de plus à l'île Maurice et je serais à des années-lumière d'où je suis, tu vois. Donc vraiment, ça aurait tout changé. Donc, si vous hésitez à vous faire accompagner, n'hésitez pas. Qu'est-ce que c'est 5 500 €, 6 000 €, 7 000 €, ça dépend quel accompagnement vous voulez prendre avec nous, mais c'est un game changer monumental, quoi. Surtout que nos clients, ils prennent d'abord souvent le coaching locatif au rendement. Ils achètent un bien. Après, ils n'ont plus de fonds propres. Alors, ils prennent l'option croisée achat-revente. Ils génèrent des fonds propres pour pouvoir réinvestir. Donc, c'est un cheat code craqué. C'est débloqué. Ils peuvent enchaîner tout le temps, quoi. Yes, deuxième question. Si tu devais investir 10 000 € dans un projet immobilier avec interdiction de recourir au crédit, à quoi ressemblerait ton plan d'action? Qu'est-ce que tu ferais? Alors bon, c'est parce qu'on est maintenant câblé comme ça et que j'ai eu le virus de Maïri, l'achat-revente option, mais je ferai un achat-revente option et j'utiliserai cet argent-là pour payer effectivement les quelques prestataires qu'il y a à payer. Encore que j'attendrai peut-être qu'ils soient payés par les futurs acquéreurs, mais à mon avis, ça servirait en grande partie pour bloquer une garantie, quoi. Pour montrer le sérieux, quoi, pour rassurer le vendeur. Et avec ça, je transforme ces 10 000 là en 50, 60, 70, 100 000 si j'ai beaucoup de réussite, quoi. Ok, top, magnifique. C'est vrai qu'on parle beaucoup de formation. Toi, si tu devais recommencer, tu prends la formation. Est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes que tu as toute l'expérience nécessaire pour pouvoir avancer, atteindre tes rêves les plus fous? Ou bien tu te formes encore? Et si oui, dans quoi tu te formes? C'est une bonne question. Alors, comme moi je dis toujours, et toi aussi, nous, on lead par l'exemple. Donc, si on vous dit de vous faire accompagner, c'est qu'on le fait. Et on n'est pas plus intelligent que la moyenne, je ne pense pas en tout cas. On a juste pris des accompagnements avec des gens qui nous ont montré le chemin. C'est très, très simple. À l'époque, même si c'était des Français, j'ai quand même claqué plus de 2 000 € chez Cédric Anissette. Mais surtout, là où nous, on se forme beaucoup, moi et Maëri, et je vais vous donner les ordres de grandeur sur les dernières années, parce que parfois les gens ne se rendent pas compte, ils disent « oui, 6 000 € c'est cher ». En fait, non, nous, on va aller chercher des formations beaucoup plus chères, mais qui ont d'autres promesses, bien évidemment, mais nous, surtout dans le business. Par exemple, en 2020, on a pris une formation à 10 000 € avec Rudy Somme, qui nous a permis... Le club où il en est là grâce à ces formations, et notre immobilier aussi, mais surtout le club au niveau... Parce que ça, c'est juste une vérité que je vous donne. Si vous pensez que l'immobilier est compliqué, essayez le business. Le business, c'est comme c'est un espèce d'arbre avec des ramifications dans tous les sens. Et pour réussir dans le business, il faut maîtriser toutes les ramifications, alors que l'immobilier, c'est très linéaire au niveau apprentissage. Donc, je trouve que le business est plus complexe, d'où toutes les formations qu'on a prises. Donc, 2020, Rudy Somme nous aide.
2021, on va prendre Limitless Scaling avec Julien Musi, 25 000 euros. Ouais. 2022, on continue. On ne va pas jusqu'au bout parce qu'il arrête un peu le truc, donc on coupe à la moitié, mais quand même. On va faire en 2022, 2023, Equity Mastermind, 25 000 euros ici. Enfin, c'est même 30 000 euros Equity Mastermind. Et c'est grâce à eux qu'on a acheté la société immobilière. Ils nous ont donné le déclic de se dire, OK, on peut racheter les sociétés, voilà comment on fait. Et en 2024, là, c'était plutôt toi de ton côté, mais tu t'es formé avec le maestro, Oussama Hamar et Alec Henry. Un gros mastermind Ikigai, là aussi, passé 30 000, 35 000 euros. 40 000, hein, 39 40 000 euros, putain, 40 000, t'imagines. Et là, cette année, on a pris une formation sur les marchands de biens avec des Français marchands de biens, parce que, comme tu dis, il suffit que dans la formation, ici, c'est un accompagnement. Dans des prix pareils, c'est des masterminds, donc c'est accompagnement plus poussé. Et réseautage. Mais il suffit que sur les 10 000 euros, on ait une bonne information, un bon truc, et ça peut tout changer. Et là, on a eu tout ce qu'il faut. Là, tu vois. On a eu des bons insights, et on a repris encore une formation, un mastermind Entreprendre de Gérald, sur le business à 25 000 euros. Donc, est-ce qu'on se forme? Oui, tout le temps, chaque année, parce que si on reste à ne pas se former, pour moi, on ne grandit plus, quoi. Exactement. Et le monde évolue tellement vite, il faut s'adapter. Ok, super. Aujourd'hui, maintenant, quand tu as un deal, c'est quoi tes critères de choix de dire que tu vas y aller? C'est le cash flow, c'est les fonds propres que tu mets? Super idée, super question. Alors, il y a deux choses, et en fait, j'y ai pensé récemment. Au niveau locatif, ce sera vraiment la charge mentale, avec une rentabilité, on va dire minimum de 8% brut, mais plutôt 10%. Donc voilà, à l'époque, c'était minimum une rentabilité à 2 chiffres et des cash flows entre 600 à 1000 euros. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc aujourd'hui, c'est ça. Donc vous l'aurez compris, plutôt de la tranquillité d'esprit pour le locatif. Et par contre, pour l'achat-revente, là, c'est très clair. Minimum 50 000 euros de plus-value, mais encore, je trouve ça peut paraître présomptueux, mais un peu faiblard. Et une rentabilité, tu vois, sur la plus-value, on va dire, je dirais de 15%, quoi, tu vois. Si le bâtiment est à 500 000, j'espère, il faut au minimum 75 000 euros de plus-value. Allez, on peut descendre un peu plus bas, mais en dessous de 10%, jamais, quoi. Jamais. Le risque rapport, risque-rendement n'est pas assez utile, quoi. Tu vois? Ça va, je vois. Quand tu rencontres des gens qui veulent se lancer dans l'immobilier, quelles sont souvent les erreurs que tu vois chez les débutants ou ceux qui se lancent? Ça c'est une bonne question. Alors la première erreur que je vois souvent chez les débutants, et je sais, le mec derrière là, qui écoute va se dire il prêche pour sa paroisse. Oui. C'est de ceux qui ne se forment pas. Il y a le nombre de gens qu'on ramasse dans nos événements, qui nous approchent et qui disent voilà, je suis en train de signer le compromis d'un bâtiment, mais c'est la galère, c'est la merde, parce que si, parce que là. Et je lui dis, oui, mais il fallait te faire accompagner, mon poteau. Je veux dire, en fait, ne pas se former, c'est extrêmement dangereux parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Vous ne savez pas parce que vous n'avez aucune connaissance. Bien évidemment, quand vous démarrez, dans l'immobilier ou dans n'importe quoi, le business, on se forme beaucoup pour le business, donc je sais de quoi je parle. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Si vous ne savez pas cette petite information-là, dans la signature, la ligne à mettre dans le compromis, peut-être que vous allez faire une énorme connerie qui va vous coûter 5 000 10 000 euros. Je prends un exemple tout bête. Si vous ne connaissez pas des techniques de négociation toutes bêtes, comme Sandrine a pu vous montrer, Sandrine, elle toute seule, nous a fait économiser peut-être 300 000 euros sur les 5 dernières années. Vous ne connaissez pas ces stratégies-là, ce n'est pas que vous perdez de l'argent. Là, encore récemment, j'ai vu passer dans le WhatsApp avec les coachs, Corentin, 50 000 euros de négociation grâce au coach Paulade. Le mec, sans le club, ne savait pas faire ça. Donc en fait, ne pas se former, je suis désolé de le dire, surtout dans l'immobilier, quand on joue avec des sommes qui dépassent des centaines de milliers d'euros, c'est criminel. Voilà. Pour 6 000 balles ou 8 500 pour l'achat-revente, ne pas les mettre en disant moi je vais faire mieux tout seul, oubliez, vous ne le ferez pas. Ouais, ça, c'est du vent. Et donc, c'est souvent ça la première erreur que je vois. La deuxième, c'est ne pas persévérer assez. Les gens abandonnent trop rapidement. De nos jours, les gens, c'est... Je suis désolé, mais il y en a beaucoup qui ont des mindsets assez fragiles. Voilà. La mentalité de nos parents qui était il faut travailler dur et il faut rien lâcher, elle était positive. Alors, elle est positive jusqu'à un certain sens, parce que sinon on peut finir en burn-out facilement, mais de nos jours, la jeune génération, en tout cas, je vais dire entre la trentaine et plus bas, je trouve qu'ils abandonnent très facilement.
ils se prennent une claque, 2 claques dans la vie, dans la tronche, et puis c'est trop dur, j'arrête, tu vois. Et donc abandonner trop vite. Et puis voilà, c'est surtout ça. Et puis c'est lié un peu à ça, mais tu vois, prendre une formation, enfin ne pas être coachable, tu vois. Le fait que quand on donne des conseils, applique-les, quoi. Si tu prends une formation, un accompagnement ou je sais pas quoi, applique-les de A à Z et c'est bon, tu vas réussir. Et c'est lié un peu à ça. Il y a trop de gens qui prennent des formations, des accompagnements, qui abandonnent en cours de route parce qu'ils n'ont pas la motivation et ils n'ont pas les... Je sais pas, ils ont pas le bon mindset. Et puis ils arrêtent et ils disent « Ah, mais ça marche pas, tu vois. Ça marche pas l'IMO, ça marche pas le business en ligne, ça marche pas. » Mais si, ça marche, tout marche. Il faut juste être assez persévérant, se prendre assez de portes dans la tronche. Et ça marchera, tu vois. Voilà. Et au minimum, je dirais, quand tu prends une formation, quand quelqu'un prend une formation, assistez aux événements, assistez au coaching, assistez aux événements, déplacez-vous, consommez l'information, discutez avec les gens, rencontrez, posez des questions. Et c'est ça qui va vous permettre d'être coachable en général, parce que voilà, comme tu as dit, si lui ou elle ou X, Y l'a c'est fait, ça. Et justement, tu me fais penser à ça. Si je devais rajouter un dernier truc qui plombe, en tout cas pour moi, qui met les débutants, enfin les novices dans le caca, c'est ne pas être dans un entourage positif. Si je devais citer un truc qui fait rater les gens plus que tout dans l'immobilier, c'est pas le manque de compétences, c'est pas savoir faire des calculs, c'est pas savoir faire une offre, c'est pas savoir parler à un banquier, c'est l'entourage. Votre entourage, il va vous plomber, mais à une vitesse et de manière insidieuse et inconsciente, vous n'imaginez même pas, c'est abominable. Et ce n'est pas en méchant envers votre entourage. Tous les entourages sont pareils. Le mien était pareil, celui de plein de clients était pareil. 9 sur 10, c'est pareil. Et donc, le fait de pouvoir être dans un environnement, un écosystème positif, avec des gens qui comprennent déjà ce que tu veux faire, avec l'IMO, qui te soutiennent et surtout qui t'encouragent et avec qui tu peux échanger, partager et grandir, ça, c'est un des vecteurs numéro 1 de réussite. Et c'est pour ça qu'on a créé le club et que dans notre ADN, à la base, le club, c'est avant tout la communauté et le partage d'expériences, d'informations. Yes, c'est le meilleur moyen de réussir en immobilier. Alors, chez les gens que tu as rencontrés qui ont un certain succès au niveau immobilier, est-ce que tu arrives, surtout que toi, tu as un background de psychologue, peut-être à sortir quels sont les 3 critères, traits de caractère de ces personnes qui font qu'ils sont allés jusqu'au bout? En fait, c'est... Vraiment, tu reprends tout ce que j'ai dit, que les débutants qui vont dans le mur, tu vois, font mal, et tu l'inverses. Ça peut paraître bête, mais déjà, les gens, parce que, encore une fois, je pense qu'on a un succès qui est quand même sympa, mais on connaît des gens qui sont à des années-lumière de nous, et ce n'est pas 2 millions de patrimoine qu'ils ont, c'est 5, 10, 15, 20 millions. Hein. Donc, c'est un autre délire. Ces gens-là, c'est des gens qui, malgré qu'ils ont 5, 10 millions de patrimoine, ils viennent à nos événements et ils se disent « j'ai quelque chose à apprendre ». Donc déjà, le fait de se dire « je ne sais pas tout », ça, c'est déjà pour moi le plus gros vecteur de réussite. Il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est pour ça qu'on a des boursiers, des centaines de milliers d'euros en coaching, formation, tout ça. Parce que même si on a un niveau de business qui est quand même correct, on le sait qu'il y a des choses qu'on peut encore faire. Donc prendre de la hauteur et se dire « je ne sais pas tout », c'est déjà très, très important. Et tous les gens à succès long, ne rien lâcher. La persévérance, résilience, se prendre des claques à droite, à gauche et continuer malgré vents et marées parce qu'ils ont un pourquoi qui est très fort, très important. Et puis le réseau. Hein. Le réseautage, c'est des gens en général, quand tu vas les rencontrer, je connais un tel, je connais un tel, je connais un tel, je connais un tel. Ils ont un réseau qui fait toute la Belgique. Et donc voilà, comme on dit, voilà votre réseau. Your network, your network is your network. Voilà, ça, network is your network. Et c'est vrai, voilà, ces 3 choses-là pour moi font la différence. Mais les 2 premières, donc le fait d'être toujours curieux, toujours coachable, toujours se former, malgré qu'on est déjà au top niveau, et de jamais rien lâcher, quoi. J'ajouterais vraiment quelque chose sur le réseau. Le réseau, quand vous avez des gens, soit des investisseurs ou des agents immobiliers, des fois, et souvent, moi, ça m'est arrivé 3-4 fois, c'est les deals qui viennent à moi. Je ne suis pas dans une phase d'achat, je ne suis pas dans une phase de faire une option croisée, mais l'écosystème ou le fait d'être dans le club, parce que le club, on partage aussi des biens. Il y a pas mal de clients qui ont acheté. Mais tantôt, j'avais un client au téléphone, une session de coaching, il est venu, il a vu un bien qui était dans la session que j'ai présentée. Il a fait offre et là, il vient de me sonner, c'est bon, j'ai une offre acceptée dessus. C'est incroyable, c'est aussi simple que ça. Des fois, c'est rare que ça soit aussi simple, mais des fois, c'est
parce qu'il a bougé, parce qu'il est venu, il a assisté, il a appelé, il a fait la visite, il a négocié, etc. Super, mais je pense que vous avez déjà beaucoup de contenu. Merci pour t'être ouvert aujourd'hui. On a pu entendre certaines histoires que je connaissais, mais certaines histoires assez émotionnelles, on a pu entendre. Donc, mettez un petit like. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ce type de contenu. Si vous avez des questions à poser à Flo aussi, un peu intime, mettez ça en commentaire. Et le moment est arrivé, Florent, de lâcher quel est le mot de la fin, peut-être pour encourager les gens qui veulent se lancer, qui ont des peurs, des blocages, mais qui sentent qu'il y a quand même une flamme en eux. Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire ? Ouais. Alors, bien évidemment, déjà merci pour l'interview. En général, c'est moi qui interview et là, c'était un peu space, mais ça a fait plaisir. Et si je devais donner un dernier mot aux gens qui nous écoutent, déjà, c'est de se mettre en mouvement, passer à l'action. Parce que l'immobilier, ça fonctionne. Et si ça a marché pour moi, si ça a marché pour Maëri, avec toutes les galères qu'on a eues, et on en a eu des formidables, franchement, parce qu'on n'était pas coaché, on n'était pas accompagné, vous pouvez le faire. Bien évidemment, je reviens avec ça, mais faites-vous coacher. Si ce n'est pas par nous, parce que vous ne kiffez pas notre vibe, allez chez quelqu'un d'autre, mais faire ça seul, en fait, ça n'a aucun sens au niveau statistique, au niveau chance de réussite, parce que autant payer quelques milliers d'euros quelqu'un qui est déjà passé par là pour éviter des pertes de dizaines de milliers d'euros. Donc vraiment, faites-vous accompagner, faites-vous coacher et surtout, passez à l'action parce que l'immobilier, c'est le vecteur d'enrichissement le plus impressionnant qui existe depuis la nuit des temps. De toute façon, on est tombé là-dedans et on le voit. Chaque année qu'on passe dans l'immobilier, en fait, il y a un effet boule de neige. Je terminerai là-dessus. Imaginez votre parcours comme une boule de neige qui descend d'une pente. Au début, elle est toute petite, et on l'a bien expliqué, 2018, 2020, c'était un peu compliqué. Mais plus on dévale, plus elle prend de la neige, plus elle grossit. Et à la fin, on peut lever des 1 million, 2 millions de crédits, alors qu'il y a 5 ans, on me refusait des projets à 100 000 euros, tu vois. Donc l'immobilier, il y a un vrai effet cumulé qui est magnifique. Et donc, maintenant, la seule chose qu'il faut faire, c'est démarrer par quelque chose de petit et puis après, réaliser vos rêves comme je l'ai fait avec l'île Maurice. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à. Merci à vous. Chaud patate pour investir. À bientôt. Yes. Ciao.